Qui va être mon associé, moi, je pensais pas qu'on pouvait le faire. Parce que je me disais, on est une boîte trop grosse, trop âgée, etc. Et donc, en fait, on candidate, on arrive, on tente en disant, bon, bah, en fait, faut le tenter, quoi. On arrive finalement à être sélectionné et à le faire. Donc, l'émission a été tournée en octobre, diffusée le 22 janvier. Nous, on est passé de 28 000 clients à 40 000 clients en 10 jours. Donc, une explosion. Dans notre BP, on avait mis 1000 en plus, tu vois, pour Qui va être mon associé, en se disant quand même ça va avoir un effet. Mais on n'avait pas mis 4 000, 5 000. Enfin, moi, je rêvais de 4 5 000 et je pensais pas qu'on allait faire 10 000 clients en plus, enfin 12 000 clients en plus. Et un truc qui change, justement, tu parles des projets, qui change complètement moi ma vision des projets. Tu vois, là, on était sur Poiscaille de dire bon, bah en fait, on a peut-être atteint notre plafond de verre. Poiscaille, c'est pour 25, 30 000 personnes en France. Tu vois, moi, c'est un peu de dire ok, le chemin, il est d'aller creuser la rentabilité, peut-être arriver à 25 millions de CA, 2-3 millions d'EBITDA. À un moment, on va peut-être s'adosser pour se sécuriser dans le futur, tu vois, pour pas être juste avec des investisseurs qui, eux, à un moment, veulent sortir. Et en fait, là, ce truc de dire, mais en fait, la profondeur de marché, elle est peut-être beaucoup plus importante que ce qu'on croit. On peut aller adresser beaucoup plus de clients et avec une notoriété ou une exposition médiatique supérieure. En fait, mécaniquement, ça peut faire que Poiscaille gagne 5, 10, 15, 20 000 clients par an, j'en sais rien. Bonjour et bienvenue sur les Digital Doers. Depuis 2019, je prends le temps de rencontrer celles et ceux qui façonnent et transforment le commerce en France, des dirigeants de marque, d'enseignes, de plateformes, de DNVB ou de solutions qui vivent de l'intérieur les grandes mutations du commerce. Ici, pas d'interview formatée, j'aime les conversations longues, franches et analytiques, celles qui permettent de prendre de la hauteur, de comprendre les choix stratégiques, les contraintes, les arbitrages et les convictions, que ce soit en mode one-to-one ou dans des formats thématiques. Nous parlons de distribution, de marché, de proposition de valeur, d'évolution des comportements d'achat, mais aussi de technologie et de solutions. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Pour en être notifié, vous pouvez vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast et de notre écosystème, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, ainsi que sur mon groupe WhatsApp et bien évidemment sur lesdigitaldoers.com. Tous les liens sont en description de cet épisode. Bonne écoute, toujours sans coupure. Vendre du poisson frais en e-commerce, sur le papier, tout semble s'y opposer à un produit périssable, dépendant de la météo, des saisons, des espèces disponibles, avec une logistique complexe et des délais extrêmement contraints. Et pourtant, chaque année, les Français consomment plus de 30 kilos de produits de la mer par personne, dans un marché où la filière reste fragile, avec des pêcheurs souvent mal rémunérés et une chaîne de distribution longue, peu lisible, et c'est précisément dans cet écart entre complexité opérationnelle et réalité du marché que s'inscrit mon invité aujourd'hui. Et vous devez certainement le connaître car il est venu défendre son business à travers lui tout le secteur de la pêche, du poisson, dans la fameuse émission Qui veut être mon associé ? J'ai en effet le plaisir de recevoir Charles Guirec, le fondateur de Poiscaille. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Poiscaille est une entreprise qui propose aux consommateurs de recevoir un casier, un panier de la mer, directement issu de la pêche artisanale française, sous forme d'abonnement, un modèle inspiré des AMAP, porté par une infrastructure logistique et digitale, capable d'acheminer partout en France un produit frais, variable par nature et dépendant du vivant. Dans cette conversation, nous allons suivre la structure habituelle. Nous commencerons par analyser le marché du poisson, de la pêche. Je crois qu'il faut parler du poisson, c'est ce que me dit Charles, et ses grands équilibres. Nous reviendrons ensuite sur la proposition de valeur de Poiscaille et sur ce modèle singulier qui consiste à vendre du poisson en e-commerce par abonnement.
En fait, c'est un truc de fou, c'est très gaulois, ça. On a l'impression qu'on est chez Astérix ou Obélix. Enfin, nous parlerons des consommateurs, de la pédagogie autour des produits de la mer et de la relation que Poiscaille entretient avec ses abonnés. Charles, bienvenue dans cet épisode. Je suis ravi de te recevoir. On a peu préparé l'enregistrement, mais les quelques échanges qu'on a eus ont achevé de me convaincre que ça allait être un super épisode. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots un peu mieux que ce que j'ai fait rapidement? Salut Cyril, merci pour l'intro. Elle me donne la pêche. J'essaie toujours de la placer, Elle est celle-là. pas mal, elle est pas mal. Donc je m'appelle Charles. Ta Bonine, non, c'est pas comme ça qu'elle s'appelle, la femme de Ah oui, c'est vrai. C'est d'Astérix vrai. Obélix. C'est vrai. J'ai la chance d'aller un peu au bord de la mer, donc ça m'a fait du bien. Donc je m'appelle Charles Guiriec. J'ai un nom breton, mais je suis né à Bordeaux. J'ai passé toutes mes vacances au bord de la mer chez mes grands-parents, ce qui m'a amené un goût pour la pêche à la ligne. Donc je suis devenu fan de pêche sans particulièrement d'origine familiale là-dessus, et une grosse sensibilité à la gastronomie. Et donc aujourd'hui, j'ai 42 ans, toujours aussi fan de pêche. Je vis entre Paris et Bordeaux, et j'espère bientôt en Corse avec ma compagne. Je me suis mis il y a pas longtemps à faire du surf, notamment en paddle. Donc il m'arrive de surfer, pêcher avec le même engin. Tu pêches un paddle? Ça m'arrive de pêcher en paddle à la ligne, derrière les vagues. Justement, c'est un des meilleurs outils pour aller un peu loin. Qu'est-ce que tu pêches comme poisson là? Là, j'essaye de pêcher des bars et des maquereaux au large du Cap Ferré. Ces racines bordelaises m'ont amené là-bas. Puis ça m'arrive en Bretagne parfois avec les potes. À une époque à l'étranger, c'est là que j'ai démarré, mais là j'essaye d'aller moins à l'étranger. Je suis un peu coupable à chaque fois que je vais aller pêcher des poissons exotiques pour mon plaisir en avion. Donc j'ai réduit depuis le Covid. Qu'est-ce que tu as comme background académique? Tu viens de la pêche, tu viens de l'agro. Bon, j'ai les réponses un peu en tête, mais je veux te les faire dire. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, cette passion de la pêche, elle m'a amené à faire des études de bio. Donc, je suis allé vers un bac scientifique. Après, j'ai fait une prépa bio à Bordeaux. Je suis devenu ingénieur agro. Je savais pas trop ce que c'était. J'ai pas eu des super notes au concours. Donc, je suis allé à une école à Dijon qui ne parlait pas du tout de poissons, à part des poissons d'élevage et encore. Et j'ai réussi à finir mes études à l'école de Rennes, l'école qui fait référence sur le sujet de la pêche. Donc, je suis un ingénieur halieutique ou agro-halieutique, les spécialistes de la gestion et d'exploitation des ressources aquatiques. Et ce qui est important de savoir, c'est que la filière pêche, contrairement à la filière agricole, recrute pas beaucoup d'ingénieurs. Il n'y a pas les entreprises, il n'y a pas les industries aussi larges que dans la filière agricole. Faut se dire, la filière agricole, c'est à peu près 400 000 exploitations agricoles. Donc, à quasiment 1 million de travailleurs sur les fermes, plus tout l'écosystème, coopératives, syndicats et tout qu'il y a autour. La pêche, c'est 4000 entreprises de pêche, c'est 4000 navires de pêche en France. Donc, c'est tout petit par rapport, je crois qu'on dit que le chiffre d'affaires de la vente des produits de la mer en France, c'est autant que la filière tomate. Tu vois, c'est une seule filière, tout petit secteur. Et donc, quand tu sors dans début des années 2000, ingénieur agro, il n'y a pas beaucoup de boulot. Et un truc pour moi qui est clé, c'est que je me retrouve à faire observateur des pêches. Donc, embarqué sur les bateaux de pêche, plutôt un boulot de technicien qu'un boulot d'ingénieur, pour aller, au début, compter les dauphins autour du bateau et éventuellement attester des captures s'il y en a, parce que c'était un sujet sur lequel on était au flou. Il y avait des réglementations européennes qui imposaient à l'État de les suivre. Et j'ai compté aussi beaucoup des poissons et j'ai surtout vécu avec les équipages. Des gros chalutiers, des petits, du moyen, du toute petit, taille. du gros, et c'est ça où j'ai vraiment compris les enjeux des navires de pêche. Et j'ai surtout sur le bassin d'Arcachon embarqué avec des plus petits bateaux qui eux se permettaient de faire une vente directe, de vendre mieux leurs produits et de pêcher moins. Parce que le patron il disait ça va, on a bien vendu au retour de pêche, à la cabane ou sur le marché du coin où on va bien vendre notre poisson, et donc demain la météo est un peu mauvaise, et donc je vais plutôt en fait rester à la maison. Et puis en fait mon fils est champion de ski, et donc moi je suis originaire des Pyrénées, donc on va faire 3 heures de route pour aller s'entraîner ce week-end plutôt que de rester à aller dans la tempête pêcher mais dans des mauvaises conditions, casser du matériel, s'abîmer, se fatiguer. Parce qu'il y a une dimension qui est hyper importante que tu soulignes indirectement là, c'est le danger de la mer. Oui. C'est pas le même que le danger des terres agricoles. C'est ça, et les pêcheurs qui petit à petit s'habituent en fait à ce risque jusqu'à un accident qui est souvent fatal. Et donc
vraiment l'effet où pendant que ce pêcheur-là, lui, s'arrêtait en disant moi j'ai un bon prix de vente, moi je continuais à aller en mer en tant qu'observateur avec d'autres pêcheurs qui eux disaient moi je vends aux enchères, j'ai des moins bons prix et donc il faut que je continue à sortir parce que là il y a du poisson à faire, il faut en profiter maintenant. Je trouve ça, c'est une découverte pour toi. C'est finalement une façon de rendre concret ce que tu avais appris de façon théorique. Exactement. Moi, j'étais sur les forums de pêcheurs à la ligne et donc parler de la gestion de la pêche en hiver. En gros, quand on pêche pas, qu'est-ce qu'ils font les pêcheurs? Ils parlent de pêche. Ils disent comment il faudrait avoir plus de poissons. Ils rêvent tous qu'il y ait plus de pêcheurs professionnels pour avoir tous les poissons pour eux et avoir des poissons partout quand ils lancent leur ligne. Et donc, on parlait de la gestion, de comment faudrait faire. Moi, j'ai fait signer des pétitions pour qu'on arrête de pêcher le bar au chalut en hiver sur les frayères. Enfin, bref. Et en fait, tous ces échanges qui étaient, je pense, dans un cercle un peu clos d'amateurs de pêche, avaient été un peu enrichis par mes études d'ingénieur agro. Mais là, il y avait vraiment tout ce qui se réunissait, quoi. C'est-à-dire que j'étais vraiment confronté au réel avec des marins qui me disaient, non, mais moi, je suis obligé de pêcher parce que si, parce que là. J'arrivais pas à les challenger ou à discuter de dire non, vous pourrez moins pêcher, vous pourrez pêcher différemment, mais ça m'a vachement nourri sur le contexte. Tu vois, quand le jour, moi ça m'a marqué, on sort en mer sur un chalutier qui pêchait au large de Port-la-Nouvelle, donc Méditerranée, Golfe du Lion, Blanchois. Donc, vraiment temps de chien, quoi. Donc on est quasiment le seul bateau à sortir, c'est un bateau assez gros quand même mais qui se fait quand même chahuter énormément. 4 heures de route dans les vagues, c'est dur, c'est relou, on n'arrive pas à dormir alors que normalement on devait dormir sur la route. On pêche 2-3 heures, donc 3 coups de chalut, on fait 1 tonne d'anchois. Et là je vois l'équipage euphorique, quoi. En disant 1 tonne d'anchois, hier ça s'est vendu 10 € à la criée. Tu vois, genre tout le monde dit le bateau va faire 10 000 €, ça fait 2 000 € chacun, c'est réparti entre les différents pêcheurs. Tout le monde était là, genre, trop bien, ce week-end on fait la teuf et tout machin. J'arrive le lendemain en disant oh les gars alors ça va, on repart en mer. Et en fait tout le monde tire la tronche parce que l'anchois s'était vendu 1 € au lieu de 10 €. Ah oui. Parce que les Espagnols n'achetaient plus pour une raison X ou Y, c'était la fin des vacances. Enfin, tu vois, des paramètres qui sont impossibles à maîtriser pour un pêcheur. Alors que là, déjà, tout le reste à voir. Tu vois, la conclusion à laquelle je suis arrivé à cette expérience, c'est que l'entreprise de pêche est presque l'entreprise la plus incertaine du monde. C'est-à-dire que c'est la météo qui décide quand est-ce que tu vas produire. C'est le poisson qui décide la nature de ton produit. Est-ce que c'est un gros poisson, un petit poisson? Est-ce que c'est que un seul poisson? Est-ce que c'est des mélanges d'espèces de poissons, donc à traiter différemment? Et tu ne fixes pas ton prix de vente. C'est les enchères qui fixent ton prix de vente. Justement, on va un petit peu prendre d'avance et on reviendra sur ton parcours après, mais c'est important que tu le précises. Comment fonctionne la fixation du prix? C'est une bourse nationale, ce sont des marchés locaux. Est-ce que le prix d'un même poisson est le même partout? Comment c'est organisé? Alors, il y a 2 schémas. On parle des criées, hein, voilà. Faut savoir qu'en France, 80% du poisson qu'on consomme est importé. Et donc là, c'est des importateurs grossistes qui vont fixer des prix, mais qui peuvent varier un peu, mais qui sont globalement, il peut y avoir des opérations, mais relativement stables, on va dire, relativement. En France, quand on vend, le poisson est vendu surtout aux enchères, ce qu'on appelle la criée, qui est là à la marée techniquement, mais qui fait surtout des ventes aux enchères. Donc ce qu'on appelle la criée, c'est là où il y a la vente aux enchères. Et en fait, il y a dans chaque port, on va dire, une criée. Et donc les pêcheurs apportent ce poisson et la criée garantit que ce poisson il va être vendu. Mais malheureusement, en fait, il y a des variations extrêmes. C'est-à-dire que, tu vois, là, on l'a vu, le 15 août à la criée d'Arcachon, si les pêcheurs arrivent à déposer 100 kilos de bar, il va se vendre entre 20 et 30 € le kilo. Le 29 février, à la reprise de la pêche après un mois de fermeture, il y avait genre 3 tonnes de bar à Arcachon, il s'est vendu 5 € le kilo. Et à ce moment-là, aussi bien les bateaux très intensifs qui font des gros volumes que les bateaux qui font des petits volumes ont quasiment toujours le même prix. Donc il y a vraiment des variations extrêmes dans ce truc-là. Et pour compenser ça, les pêcheurs, historiquement, ils ont fait du volume. Tu fais du volume, comme tu maîtrises pas tous les autres paramètres, dès que tu peux sortir, tu fais du volume, tu le vends mal, ça paye les frais, tu le vends bien, ça met de l'argent de côté. Et c'est l'offre et la demande de la criée locale qui détermine le prix à chaque fois. Alors aujourd'hui, de plus en plus, les criées se font en ligne, il y a des acheteurs qui peuvent se connecter d'un peu partout en France, donc ça élargit des prix. Mais on est encore archaïque de mon point de vue là-dessus, où tu vois, on nous bloque l'accès à certaines criées juste parce qu'on dit le chalut c'est pas bien et il y a des marailleurs, donc les gros
grossiste qui agrée les autres acheteurs qui peuvent rentrer. Donc en gros, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et là, il y a des trucs un peu opaques qui se passent pour moi. Et malheureusement, les pêcheurs en sont les victimes à la fin. C'est-à-dire que il y a des criers sur lesquels c'est connu que ça se vend mieux. Il y a des criers ça se vend moins bien. On va revenir dessus. Pour revenir sur le parcours, donc tu vois, moi j'arrive vraiment à ce truc de dire en fait, le prix qu'on paye les pêcheurs peut vraiment changer la donne et peut amener les pêcheurs à pêcher moins, a priori. C'est ce que je vois sur le bateau. Je trouve un boulot au ministère de la pêche, parce que je cherchais encore, j'étais technicien, donc je me disais il faut que je devienne ingénieur, tu vois, donc je trouve un boulot, mon premier CDI au ministère de la pêche, et là je monte à Paris. Ce qui m'amène à découvrir, c'était en 2009, c'était l'explosion de les AMAP, la ruche, les systèmes de panier. AMAP, pour ceux qui ne connaissent pas, association de maintien de l'agriculture paysanne. Voilà, merci. Donc tous les systèmes de paniers de légumes divers et variés. Certains associatifs, d'autres commerciaux. La ruche qui dit oui était en train de se développer, il y avait un engouement fou. Voilà, tous ces solutions de circuits courts qui fleurissent un peu partout. Les coopératives de consommateurs, là aujourd'hui on connaît la Louve qui est montée à Paris, de dire on se met en collectif de consommateurs pour monter un supermarché, faire des prix intéressants, on donne du temps contre des prix attractifs, bref. Moi, je me retrouve à discuter de tout ça, à être consommateur de ces systèmes, à m'impliquer et à parler du poisson. Et en fait, on n'arrive jamais à faire venir du poisson en assaut. Tu vois, les pêcheurs que je connaissais, quand je commençais à leur dire, bon, bah, alors, faudrait venir dans un bar du 18e arrondissement le jeudi entre 16h et 19h pour distribuer peut-être 40 kilos de poissons. Mais il dit, mais attends, mais la météo, moi, je sais pas si je vais pêcher, puis je vais me taper 8 heures de route aller-retour pour vendre ça. Désolé, je le fais pas, quoi. Et donc, moi, je faisais mes soirées à part, je parlais du poisson, il y avait le scandale du thon rouge et la disparition du thon rouge ça a animé plein de discussions. J'amenais le poisson cru que j'avais pêché en Bretagne la semaine d'avant, que j'avais congelé pour au lieu d'amener des chips dans les soirées, donc j'étais le type du poisson, quoi. Et à force d'en parler, à un moment j'ai dit bon vas-y, on démarre. Moi, j'étais au ministère, donc hyper cool d'arriver à Paris au ministère. Je me disais c'est là que la décision va se prendre et je vais peut-être pouvoir influencer. Et au bout de quelques années, je me dis bon bah en fait, même en devenant ministre des Pêches, il y aura toujours au-dessus de moi un président qui à un moment me dira faut faire ça, il faut pas embêter les chalutiers, faut pas changer, faut pas trop changer. Et une conviction que la filière a beaucoup de mal à se prendre en main et à dire allez, on change, on prend une vision et on l'applique. C'est plus un truc très dispersé où aujourd'hui la gestion de la pêche c'est on arrose de subventions quand ça va un peu mal et puis après on les laisse on les embête pas trop parce que ça peut mettre le feu au port et on a tous peur des manifs de 93 là quand les pêcheurs ont soi-disant mis le feu au Parlement de Bretagne après des manifs à Rungis alors que c'était un accident. Mais moi, j'ai encore entendu dans des réunions 15 ans, 20 ans plus tard, des pêcheurs qui disent, vous vous souvenez, Rennes 93, bah, si ça commence à chauffer, on le refera, quoi. Dire ça des hauts fonctionnaires quand ça commençait à chauffer sur des sujets. Bref, donc je me dis, en fait, c'est pas là que je vais changer les choses. Par contre, cette conviction, elle est un peu travaillée de dire, mais en fait, ça se voit à l'agriculture, quoi. Un agriculteur à qui on garantit des débouchés à bon prix, stable toute l'année, on lui garantit sa production, il peut changer ses pratiques. Donc je me dis, essayons de faire ça sur le poisson, ça marche pas en assaut. Et donc, à un moment, je commence et puis ça démarre par un événement Facebook en 2012, première vente. Et là, je dis, bon, bah, ok, je pars à la mer pêcher en kayak le week-end prochain. Je connais un pêcheur, je peux ramener ses coquilles Saint-Jacques. Qui en veut? Et à l'époque, les gens répondaient aux événements Facebook quand ils venaient aux soirées et tout ça. C'est marrant que tu rappelles ça parce que je l'avais complètement zappé ces événements Facebook. Oui. À un moment, c'était l'alpha et l'oméga de ta vie culturelle ou sociale, tu vois. C'était c'est vrai. tel fait son anniversaire, machin. Ah ouais, t'as répondu, etc. C'était pas jusqu'à une phase où en fait tout le monde s'inscrivait mais personne venait. Tu sais, il y avait mais à un moment c'était sticky, on va dire. Enfin, tu vois, les gens ils s'engageaient et ils le faisaient, quoi. Et donc là, moi, j'ai quand même 80 kilos de coquilles Saint-Jacques commandées juste par un événement Facebook de potes, quoi. Je rapporte ça dans ma voiture, dans mon break complètement pirate. Je les distribue le lendemain dans ma coloc, etc. Et il se passe un an et là, je dis, bon, bah, en fait, on fait une vente, on l'organise un peu mieux. Cette fois, je préviens un mois avant, vente pour Noël, coquilles Saint-Jacques, etc. Et là, je fais 400 kilos de commandes, quoi. Ah oui, quand Donc, même. obligé de louer une camionnette, etc. T'as le droit de transporter que de la...
Oui, t'as le droit. Alors c'est un peu border. Moi, je regardais un peu les réglementations et tout. Honnêtement, je pense que j'étais pas carré, mais Bon, et tu le tu fais. dis, en fait, si le poissonnier était en remise directe, donc et puis surtout la question c'était est-ce que je fais prendre un risque au consommateur? Et les coquillages, tant que c'est vivant, tant que c'est stabilisé à des bonnes températures, faut pas que ce soit trop chaud, pas trop froid. T'as une camionnette isotherme, en fait, ça passe. Ok. Mais là, je me dis, ok, en fait, ça prend. Et le moment fondateur, c'est je me dis bon comme quand tu veux apprendre la guitare là, je fais ça en parallèle du boulot moi. Je me dis bon, je mets 3 000 €, je m'achète une camionnette sur le Bon Coin, une camionnette réfrigérée, etc. En me disant là, ça va te forcer à faire quoi, tu vois. Ouais. Parce que je fais ça en parallèle du boulot, je continue à aller au ministère la journée et donc soirée et week-end ça développe. Ça c'est en début 2014. Un des premiers clients que je rencontre devient mon associé. On met tous les deux 10 000 € dans Poiscaille pour créer la société qu'on crée à fin 2014, en commençant à faire des ventes avec les potes qui avaient monté un bar bio qui voulait faire des dégustations d'huîtres. Donc nous, on se met devant, on ouvre les huîtres et puis en même temps on vend nos poissons. Donc ça démarre comme ça vraiment à la mano, Sans papier plus crayon. de plan que ça et une intuition forte. Voilà, plus de dire on va faire comme ce qui se passe un peu sur les AMAP et les paniers de légumes avec le poisson et c'est comme ça que ça démarre mais en me disant immédiatement et je pense que c'était la tendance à l'époque, faut faire un site internet. C'était forcément au digital, c'était forcément site internet en disant ça va aider à la gestion etc. On va revenir dessus. Merci pour cette présentation qui met l'eau à la bouche. Vraiment, on a envie d'en savoir plus. Comme je le précisais dans l'introduction et je te l'avais notifié avant, pour bien comprendre comment tu vas développer Poiscaille, et tu as commencé à en parler un peu, j'aimerais qu'on revienne sur le marché. Ouais. Cette offre et cette demande, on a parlé de la criée, c'est une des dimensions. On peut difficilement ignorer Rungis dans le système qui est la plus grosse plateforme européenne de distribution de produits frais. J'ai reçu ici même Stéphane Layani, le président de Rungis. Donc voilà, il faut en parler. Qu'est-ce que les consommateurs cherchent? Toi, est-ce qu'on a l'offre, mais les consommateurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Dans quelle mesure il est sensibilisé aux enjeux de cette filière du poisson, de la pêche? Et puis, qu'est-ce que la réglementation vient apporter? Parce que le marché, c'est l'offre, la demande, et la réglementation / la régulation. Puisque là on parle de population vivante, donc la régulation, il y a des dates de pêche, par exemple la coquille Saint-Jacques, ça doit s'arrêter dans pas très longtemps. Ouais, le 15 mai, ouais. Voilà, pour laisser le coquillage se reproduire. Donc il y a un contrôle. Comment ce contrôle est cohérent par rapport aux besoins des consommateurs? Tu vois, il y a plein de questions qui sont parce que on a, je disais, plus de 30 kilos, je crois que c'est 34 kilos les chiffres que j'ai lus. C'était 34 et ça a baissé à 30 sur les derniers chiffres, Bon. mais je pense que c'est lié à des sujets d'inflation plus que de volonté ou de Une trentaine de kilos par personne. C'est voilà, ça compte. C'est dans l'alimentation. On sait tous à quel point le poisson est bon pour la santé. Et est-ce que tu le disais, 80% qui est importé. Donc, bon, bref, voilà, je mets tout ça sur la table, je mets tout ça sur le panier. Allez, putain, le petit panier de crabe. Non, mais en fait, tu vois, voilà, faut se dire, les ménages français, ils achètent 7 milliards d'euros de produits de la mer par an, à peu près. À peu près 2 millions de tonnes de, tu vois, 30 kilos fois 60 millions, enfin, ça fait à peu près 2 millions de tonnes de produits de la mer consommés par les Français par an. Là-dessus, on inclut les poissons et les coquillages. Poissons, coquillages, crustacés, et ça inclut aussi tout le, tu vois, le traiteur, les fumaisons, les surgelés qui sont retraités en produits bruts poissons entiers, quoi. Ok. Donc ça, c'est à peu près 2 millions de tonnes. Faut savoir qu'en France, on produit, 400 000 tonnes. Donc c'est 250 000 tonnes de poissons à peu près débarqués justement, ou de produits sauvages débarqués dans ce qu'on appelle les criées, et 150 000 tonnes en gros d'huîtres et moules, quoi, à peu près. Faut se dire que c'est à peu près ça. Donc on produit à peine 10% en poissons, et si on rajoute un peu les coquillages parce qu'on est plutôt bon producteur d'huîtres et moules et même un peu exportateur, bah ça fait à peine 20% de ce qu'on consomme qu'on produit chez nous. Donc on importe énormément. Ce qu'on importe et les principaux produits consommés en France sont des produits d'import.
le saumon d'élevage, Norvège essentiellement, mais un peu aussi Écosse, Irlande et de manière marginale Chili et Alaska. Le cabillaud, Islande, Norvège, peut-être même Russie en immense majorité. La crevette. Là, c'est de la production. Là, c'est de la pêche sauvage. C'est de la pêche sauvage, le cabillaud. Il y a un peu de cabillaud d'élevage, mais j'ai pas encore compris si c'était réellement des volumes conséquents. La crevette, c'est essentiellement la grosse gambasse tropicale produite Inde, Vietnam, Pérou, Équateur, tout ça. Donc, en gros, on est à 100 000 tonnes de crevettes consommées par an. On en produit à peu près 1500 si on prend toutes les petites crevettes roses, grises, etc. Donc vraiment, on est déficitaire complètement sur la crevette. Et dernier produit, c'est le thon. Et le thon, aujourd'hui, il est majoritairement importé de océan Indien, Pacifique. Il y a de la production française, il y a de la pêche française, notamment sur le thon rouge, mais elle est exportée au Japon en majorité par les grands seineurs de Sète. Seineurs. Les seineurs, c'est les bateaux qui pêchent, qui encerclent un banc de poissons. Ok. Donc, il y a ce marché-là. On a essentiellement de l'import. Et ce qui est intéressant, mais moi dont j'avais pas conscience quand j'ai lancé Poiscaille, c'est qu'en France, on a 4 fois moins de poissonneries qu'on a de boucheries. Ok. On le voit dans la plupart des grandes villes. Je prends Paris, une station de métro typique. Poissonnière. Voilà, disons la poissonnière. Je suis sûr qu'on y va, on va le voir. On a une ou deux boulangeries, un caviste, une pharmacie, une boucherie assez souvent. Une banque. Une banque. Mais un tabac, tout ça. Mais un poissonnier, c'est l'exception presque. Ah, on est d'accord. Voilà. Alors après, je me suis posé quand même la question. On mange à peu près 3 fois moins, de poissons qu'on mange de viande. Donc tu vois, il devrait y avoir quand même un peu plus de poissonnerie qu'il y en a aujourd'hui. Je pense que le marché, il est sous-adressé en poissons et surtout, il y a une énorme différence entre les 50 premiers kilomètres de la mer où là, en supermarché, en poissonnerie, l'offre, elle est diversifiée, belle, sourcée, identifiée. Tellement vrai. Et quand t'es loin de la mer, c'est pas la même chose. Il y a une poissonnerie dans le centre-ville qui coûte les yeux de la tête, et après c'est sur les marchés où c'est hyper ponctuel. Le poissonnier, il est là le mercredi, mais pas le samedi, etc. Donc, moi, la conclusion après 10 ans, c'est que je pense que le marché est sous-adressé et loin de la mer, il y a une vraie tendance et une vraie envie de manger du poisson. Malheureusement, il y a un énorme frein, c'est que je pense que la qualité du poisson qu'on offre dans ces circuits-là, loin de la mer, est pas bonne. C'est ça. Parce que soit on est sur du poisson importé qui souvent a des chaînes longues, donc quand il est consommé, il a plus de 10 jours et souvent il est décevant. Il est aussi très standard, c'est-à-dire le saumon d'élevage norvégien, la dorade d'élevage grec, le bar d'élevage turc, la crevette équateur, et en gros ça fait 80% des étals dans peut-être 60% des territoires en France, y compris des agglomérations comme Lyon, Marseille, Toulouse, qui a priori pourraient être bien servis en poisson. Et donc ça, je pense que c'est un vrai facteur de succès pour nous. C'est-à-dire que nous, on a proposé notre poisson et en fait, je pense que on a rencontré des consommateurs qui étaient mais on va y revenir dessus. Est-ce que ça veut dire que c'est la question qui se pose à moi. Tu dis qu'effectivement, il y a 3 fois plus de boucheries que de poissonneries. Est-ce que c'est aussi parce que la matière première est plus vite périssable? Alors, tout à fait. Je pense qu'il y a un défaut ou un manque de compétences et de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en parlais avec les créateurs de Terroir d'Avenir, tu vois, qui vend en circuit court des produits, qui a monté pas mal de boutiques. Et c'était intéressant parce qu'ils disaient avoir des épiciers engagés, on arrive à former parce que il y a plein de gens qui passent et qui arrivent assez vite à vendre des fruits et légumes, un peu de fromage à la coupe. Avoir des bouchers, on y arrive à peu près, mais c'est pas évident. Mais il y a toujours un apprenti qui vient et qui peut être formé avant qu'il y ait quelqu'un qui parte, etc. Par contre, poissonnier, on a été limité dans nos ouvertures parce qu'il nous manquait des compétences. Les compétences, c'est parfois connaissance technique des produits assez diversifiés. Parce que si tu viens de la GMS où t'as vendu saumon, cabillaud, crevette, quand à un moment on te sort un chinchard, une vieille, un taco, tu sais pas forcément le découper, tu sais pas forcément le présenter au client.
tu sais pas forcément le pitcher, on va dire, en disant bah tiens en fait vous pouvez aller sur ça, et en fait ils vont aller naturellement sur un produit standard comme un saumon ou autre. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une méconnaissance d'un certain nombre d'espèces Énorme. qui pourraient assez facilement venir remplacer des espèces qui sont surexploitées? Énorme. Énorme, tu vois. Bah, ce qu'on a sur les légumes oubliés, qu'on a remis au goût du jour, qu'on est en train de remettre au goût du jour, ou la difficulté de plein de consommateurs à identifier une courgette, une aubergine, un potimarron, bah, tu prends cette considération-là, et sur les produits de la mer, tu fais x10. D'accord. Jusque, Tu peux nous donner un exemple? bah, tu vois, si je dis, tu montres un étal de poisson à plein de gens, je pense qu'ils sont capables de te citer 2 espèces, et 90 autres. Non, mais je suis bien d'accord avec toi, et c'est vrai que quand on va Un exemple de produit, ouais. bah tu vois aujourd'hui cabillaud, euh, on mange du cabillaud norvégien importé, poisson blanc, etc. Donc c'est la famille des gadidés. Bon, ok. Ce cabillaud en France, il a au moins 6 cousins gadidés également. Le merlu, le lieu jaune. Alors merlu et colin, donc souvent le merlu, le lieu jaune, le taco, le merlan, un peu de lieu noir pêché sur les côtes françaises, mais c'est marginal. La mostelle, la lingue, la julienne. Bah voilà, enfin tu vois, et ces poissons-là sont pêchés notamment quand on prend merlu, lingue, julienne, lieu jaune, par milliers de tonnes. C'est pas des pêches anecdotiques. Alors, je pense on peut pas aujourd'hui avec la production française remplacer tout le cabillaud qu'on mange par ça. Mais déjà, si tu fais tous ces poissons-là, que tu les mets sur les étals, que tu les payes un peu plus cher aux Français, tu peux changer la filière à l'autre bout. Et derrière, en ayant un produit satisfaisant pour le consommateur qui ressemble à ce qu'il a l'habitude de manger, et qui sera a priori dans pas mal de cas beaucoup plus frais. Comment on fait pour changer les habitudes? Est-ce que c'est les consommateurs qui sont mal éduqués? Est-ce que c'est les producteurs qui orientent le marché? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Enfin, c'est clairement une combinaison des deux. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, quand j'ai lancé Poiscaille, et aujourd'hui encore on me le dit, le fait qu'on vende pas du saumon, du cabillaud et des grosses crevettes tropicales, qui sont les 3 bangers, on va dire, de la filière, les gens ils me disent mais comment vous faites du pognon? Tu vois, vous faites du pognon en vendant du mulet, du merlu, du merlan. Tu vends du mulet? Du mulet, Mais on en vend arrête. des quantités énormes de mulets. Le mulet, pour ceux qui savent pas, c'est le poisson qu'il y a dans le port, hein. On dit que c'est la carpe du port, quoi. Ouais, mais tu sais quoi? Le mulet, on le voit à la surface des ports. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les bars, ils sont au fond. Les ports de pêche et les ports où tu vois un peu du mazout et tu vois les mulets là-dedans, les bars en fait ils sont au fond, c'est des super spots de pêche. Et il y a des gens, ils poncent les ports et ils font des bars mais énormes là-dedans. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait les poissons qu'on voit dans les ports ne sont pas les poissons qui finissent dans notre assiette. Ces mulets qu'on voit à la surface des ports sont des poissons résidents du port. Ils y passent toute l'année, l'eau est un peu tiède, et ils sont bien. Et un mulet pêché au large de la pointe bretonne, au large des étangs de Méditerranée, même dans les étangs salés de Méditerranée, les étangs de Thau, etc., sont des poissons qui sont excellents. Et nous, on a berné des dizaines de personnes à leur dire c'est du bar. Et ils disent ah ouais. Et même des dégustations à l'aveugle de bar et mulet. Quel prix vous mettrez sur celui-là? Quel prix sur celui-là? Le mulet ressort souvent plus cher. Intéressant. Voilà. Continue Ce que tu étais en train de dire. Donc au final, tu vois, vous je pense vendez que donc pas. on vend pas les gros faiseurs, etc. Mais je pense que il y a pas cette connaissance assez fine dans la formation des poissonniers, des marailleurs, etc. Des ok, alternatives. allons vendre ces autres produits. Et un truc qui ne le tire pas malheureusement ou heureusement pour Poiscaille, c'est que tu vois sur tous les produits alimentaires, il y a eu un phénomène d'engagement et de un peu premium qui est arrivé avec des commerces engagés, etc. Tu vois, l'épicier est devenu l'épicier du quartier qui avant était décevant, est allé sur Internet acheter. Parce que sur Internet, t'allais trouver chez Potager City, chez À l'Ancienne, des produits de meilleure qualité, mieux sourcés, etc. que ton épicier de quartier, oui, ouvert tard. Mais quand t'achetais un truc, c'était souvent bof en termes de goût. Aujourd'hui, il a été remplacé par un épicier direct producteur qui paye bien, qui a une diversité de produits hallucinante, qui sur la saison va te sortir le petit agrume machin bidule. Alors oui, ça coûte plus cher, mais il y a un marché pour ça et il y a plein de gens qui y vont. Le caviste, le Nicolas a été remplacé par un caviste nature, un peu trendy, machin. Le café a été remplacé par un super café. Le boucher, le boulanger, pareil. Sur le poisson, il n'y a pas ce mouvement-là. Il n'y a pas ce mouvement nature, on va dire, ou engagé, qui est arrivé sur tous les autres produits alimentaires. Parce que c'est trop technique pour s'engager là-dessus, parce qu'il faut être issu de cet écosystème du milieu de la mer. Est-ce que c'est par culture? Est-ce que c'est parce que finalement les débouchés sont pas les mêmes que pour les autres? C'est quoi la raison?
Euh, je pense qu'il y a un effet de distanciation. Beaucoup des gens, tu vois, que tu vois dans ces produits terrestres sur lesquels il y a eu la premiumisation et de l'engagement et du soutien des producteurs, sont des gens qui ont vécu sur les fermes ou été très au contact des agriculteurs. Plein de gens qui disent j'ai grandi, on allait chez mon grand-père agriculteur, on allait chez machin, ou même des enfants d'agriculteurs qui naissent, grandissent, vivent au quotidien avec leurs parents sur la ferme. Donc ils voient les difficultés de leur père, ils voient les difficultés de leur mère, ils voient le quotidien, ils filent un coup de main, ils sont en prise directe. Et donc, quand ils font des études et qu'ils peuvent avoir des opportunités de faire des études supérieures, etc., tout ça, ça a infusé. Ils peuvent se dire, grâce à mes études, je vais changer ça et je vais changer le quotidien de mes parents. Les enfants de pêcheurs, ils voient pas le quotidien de leurs parents. Ils voient leur père, souvent un père, absent, faire des heures en mer, etc. Mais ils voient pas la réalité de comment il produit, comment il pêche, dans quelles conditions, comment il vend, comment ça se passe les négociations puis qui sont absentes. Mais ils voient juste un père qui part à 18h, qui rentre fatigué, rincé, qui rentre fatigué, qui dit j'ai pas envie de parler du boulot là, vas-y, voilà, bah tiens on va faire un truc ensemble, mais on n'a pas toujours le temps de le faire. Et donc je pense que les seuls dans la filière qui vont aller faire des études qui peuvent les amener peut-être à avoir la volonté de changer les choses derrière, c'est les enfants de marailleurs qui ont déjà été biberonnés à le saumon c'est notre 80% de nos ventes, le cabillaud, donc il faut aller négocier avec les Islandais 50 centimes de moins pour avoir le marché chez Carrefour ou j'en sais rien quoi sur ce produit-là. Et donc je pense qu'il y a pas, moi je pense que je suis arrivé avec ce parcours à bord des bateaux, il a été clé pour moi. Tu vois, le fait pas d'y avoir passé une ou deux marées en disant je l'ai fait, c'est d'y avoir passé un an. Et un an à sortir tous les matins. Il y a des jours, je partais de Toulouse, je me rappelle, pour aller embarquer à Port-la-Nouvelle. Tu pars à minuit le dimanche soir de Toulouse, tapes 2 heures de route, t'es moitié endormi pour monter dans un bateau, etc. Et tu fais ça 5 semaines d'affilée. Au bout d'un moment, tu comprends le dégoût que peuvent avoir les pêcheurs, quoi. Voilà, donc je pense que il y a pas assez il manque cette prise, mais c'est structurel, tu peux pas le changer, quoi. Venons-en, toujours en restant sur le marché, sur le fonctionnement de la pêche made in France, faite, organisée par les Français. Les pêcheurs artisanaux, où pêchent-ils? Jusqu'où vont-ils? Parce qu'un bateau, ça peut aller très loin. On a commencé à parler des criers, on a évoqué Rungis. Comment c'est distribué globalement, tout ça? Donc la pêche française, alors on dit artisanale, mais c'est un terme un peu flou, artisanal, mais faut savoir quoi, l'essentiel des volumes en France, ils sont assurés par des bateaux qui font entre 12 et 24 mètres. Qui pêchent la majorité des volumes sont assurés par des chalutiers, donc des bateaux qui pêchent avec un chalut, un engin qui a un impact sur le fond marin, qui attrape beaucoup d'espèces différentes, qui est capable de faire des gros volumes assez forts, mais qui sélectionne mal, c'est-à-dire qu'il peut attraper à la fois le poisson qu'on veut, mais aussi le poisson qu'on veut pas parce qu'il fait pas la bonne taille ou pas la bonne espèce, ou des oursins, des étoiles de mer, des trucs. Donc a priori tout le monde se fout, mais je pense que ça a un impact de les sortir de l'eau et de les abîmer, voire de les tuer, quoi. Sans que ce soit volontaire, mais c'est la conséquence. Ces bateaux-là, ils pêchent essentiellement dans les eaux européennes. Donc en gros, ils partent soit des ports français, plutôt vers la pointe bretonne, pour monter vers les eaux plutôt au nord, Irlande, Écosse, etc. Aujourd'hui, il y a un phénomène de base avancée qui est depuis quasiment 30 ans pour faire des économies de carburant notamment, c'est qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont basés en Écosse et en Irlande directement. Et le poisson est pêché là-bas et rapatrié par camion jusque dans les criées françaises. À Lorient, le poisson prend le camion. Beaucoup. Et les marins prennent l'avion, font les allers-retours en avion. Tous les 2 semaines, il y a un vol, souvent privé d'ailleurs, de marins qui font les allers-retours pour aller pêcher dans ces zones-là. Et le poisson va être rapatrié sur l'Orient, sur le Guilvinec, etc. Faut savoir que cette pêche qui était un peu le cœur de la pêche française historique, elle est plutôt en déclin. Parce que prix du carburant en hausse, ressources qui a été plutôt en baisse historiquement, et aujourd'hui ça va mieux. Donc on a la gestion par les quotas de pêche a plutôt marché. Et ça, en gros, c'est l'essentiel de la flotte française en termes de volume. C'est à peu près 800 bateaux, faut se dire. Les 3200 restants pour faire les 4000 de la flotte métropolitaine, c'est ce qu'on appelle de la petite pêche ou de la petite pêche côtière. C'est avec ces pêcheurs-là qu'on travaille chez Poiscaille. Ces bateaux qui font moins de 12 mètres, qui en général sortent à la journée, alors que les bateaux hauturiers sortent à la semaine, voire à la quinzaine.
Et donc eux sortent à la journée, pêchent proche des côtes. C'est-à-dire que un bateau qui est basé, je sais pas moi, au Croisic, il va aller pêcher dans un rayon d'une 40aine de kilomètres maximum, avec des contraintes de navigation. On va pas rentrer là-dedans, mais il y a des bateaux qui doivent rester dans les 10 kilomètres. Il y a des bateaux qui peuvent aller jusqu'à 50 kilomètres, en gros. Et eux, ils vont faire des pêches plutôt qualitatives parce que des petits volumes, et ils vont chercher à faire des plus petits volumes dans chaque bac et chercher des meilleures qualités de côte. Et là, t'as plus de diversité. Enfin, dans les pêches hauturières, donc plutôt intensives, t'as chalut et filet. Peu de pêcheurs à la ligne dans ces cas-là. Et dans les petites pêches, alors là, t'as une très très grande diversité. T'as des casiers, des chaluts, des filets, des ligneurs, des plongeurs, de la pêche à pied. Voilà, là, il y a une grande diversité de production. Et c'est là qu'on va trouver les méthodes, c'est ce que montrent les scientifiques, les plus durables, donc en termes écologiques, mais aussi en termes social. C'est-à-dire que au kilo de poisson pêché, ce sont les méthodes qui emploient le plus de marins pêcheurs, consomment le moins de subventions, émettent le moins de CO2. C'est en gros la pêche qui, pour moi, la plus raisonnable et la plus raisonnée. C'est ce qui serait la permaculture de la pêche, on va dire. Ce qu'on appelle la pêche écologie. Maintenant, il y a Didier Gasquel, le scientifique, qui a creusé, a développé un peu ce concept de la pêche écologie comme, on pourrait dire, la permaculture de la pêche, ou ce qui serait le plus malin à faire dans un monde idéal. Avant qu'on parle de la réglementation, parce qu'on peut pas y échapper, sur les quotas, entre autres, on pourra rappeler les guerres navales entre le UK et la France aussi, et les zones de pêche. Ça pourrait être rigolo. Est-ce que on peut faire un parallèle entre les pêcheurs et les paysans, où le nombre de petits de petites exploitations diminue au profit de grosses? Est-ce qu'on est dans une organisation qui ressemble à ça avec les pêcheurs? Est-ce que il y a de moins en moins de petits, de plus en plus de gros, de pêche hauturière ou pas? Et est-ce que, comme dans l'agriculture traditionnelle, il y a des enjeux économiques qui sont tellement forts qu'on a des populations de pêcheurs qui sont déprimés, qui tirent la langue. Tu vois où je veux t'emmener? Est-ce qu'on connaît beaucoup la situation des agriculteurs qui se manifestent en nombre pour aller coincer et faire pression sur le gouvernement à droite à gauche? On voit les tracteurs, c'est éoliennes. Les pêcheurs étant moins nombreux mécaniquement, ils ont moins de pouvoir. Qu'en est-il? Est-ce que tu peux nous donner un point de vue? Aujourd'hui, on a deux modèles qui s'opposent et qui sont antagonistes de mon point de vue. On a un modèle plutôt nordique, on va dire, une pêche très financiarisée, où les quotas de pêche sont des capitaux de l'entreprise. Donc, sur laquelle une entreprise peut aller peut-être emprunter, chercher de l'argent sur les marchés, etc. Parce que, en fait, c'est un capital qui peut, s'il est bien géré, valoir plus cher dans 10 ans, parce que c'est une rente. En fait, quand tu as accès à ce quota de pêche, tu peux extraire tant de milliers de tonnes de cabillaud par an, ça va être vendu à tel prix et tu peux faire des prévisionnels dessus. Et c'est la pêche nordique qui tend vers l'industrie. C'est-à-dire plutôt des bateaux qui vont faire, tu vois, on parlait des 12-24 mètres pour les hauturiers, plutôt des bateaux de 40, 50, 60 mètres sur lesquels à bord il y a une usine capable de transformer. C'est une pêche qui, je pense, sur le papier, est ultra efficace. C'est-à-dire qu'avec 10 marins, tu pêches 100 000 tonnes par an, tu transformes tout ça, c'est surgelé, c'est ultra efficace. Et qui est pertinente pour aller pêcher des ressources très au large, qui sont difficilement accessibles sans une unité conséquente. Parce que sinon, tu prends des risques et tu peux pas y aller. Et on a un modèle latin, qui est plus on répartit des autorisations de pêche, puis tout le monde a le droit d'aller un peu pêcher, c'est un pot commun qui génère un peu une course au poisson. Et là, on est plutôt sur plein de petites unités. Chaque port a une vingtaine de petits bateaux qui font vivre le port, le territoire. Et ce modèle-là, pour moi, il est en train, petit à petit, de se faire un peu grignoter par ce modèle nordique financiarisé. Cependant, sur les tendances, donc tu as cette tendance claire des fonds hollandais et des entreprises hollandaises qui vont racheter les grands armements français. Ils sont propriétaires aujourd'hui de quasiment toute la pêche française au-delà de 24 mètres, donc toute la pêche industrielle est propriété des Hollandais. Et petit à petit, le risque et la menace qui arrive aujourd'hui, c'est que ils se mettent à racheter un peu plus petit, c'est-à-dire qu'ils achètent 2 bateaux de 20 mètres et puis ils font un bateau de 30 mètres avec ça, parce que tu as des contraintes de
volume et puissance de bateau que tu as le droit de mettre en œuvre, quoi. T'as un peu comme des systèmes de licence de taxi, tu vois. Donc, comme si tu rachetais 2 vélos et tu faisais un taxi avec, tu vois. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce segment de 12-24 mètres qui est le plus en déclin, alors que la petite pêche côtière, il y a moins d'installations et elle est en baisse, mais elle arrive quand même globalement à se maintenir. Malheureusement, il y a un sujet qui la défavorise, c'est la répartition des quotas de pêche. On va pas rentrer là-dedans, je pense, mais en gros, aujourd'hui, il y a des quotas de pêche qui sont fixés au niveau européen, répartis entre les États membres et après répartis entre les pêcheurs de chaque État membre. Et c'est là où en France, on a un système qui marche pas très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les plus gros bateaux ont la majorité du quota et en fait, on ne redistribue pas assez, alors que dans la réglementation européenne, il est indiqué que la répartition des quotas de pêche doit se faire sur des critères de durabilité, de performance sociale et pas que de performance économique. Donc en fait, tu as une petite pêche qui pourrait être extrêmement rentable si on lui donnait du quota et on pourrait installer des petits pêcheurs grâce à ça. Et moi, je rêve et je crois qu'avec Poiscaille, on peut contribuer à ça, de permettre de réinstaller des petits pêcheurs, de refaire que la côte soit des zones vivantes toute l'année et pas que pendant les périodes de vacances. Et tu as une grande pêche qui est performante économiquement, mais grâce au fait qu'elle paye pas de taxes, notamment sur le carburant. Donc, tu vois, quand nous, on paye là aujourd'hui 2 €, eux, ils payent entre 80 centimes et 1 €. Et ça, c'est pour moi une subvention de l'État. En tout cas, c'est considéré de plus en plus au niveau de les gros chalutiers hauturiers. Tous les pêcheurs en bénéficient, mais sans cette détaxe, si on mettait tout le monde au même prix, au prix du consommateur aujourd'hui, plein pot, la petite pêche serait encore rentable, la grande pêche ne serait plus rentable. Ok. Donc, tu vois, quand on parle de durabilité, pour moi, si tu prends déjà rien que le pilier économique, il est questionnable. Tu vois. Pourquoi en fait le petit à 2 €, il arrive alors que le gros, il n'y arrive pas? Parce que le petit, il arrive à vendre à un prix meilleur dans la majeure partie des cas. Okay. Tu vois, je te parlais des coûts, il y a des gros volumes de pêche et où le prix tombe pour tout le monde. Mais globalement, tu vois, quand un chalutier de 24 mètres qui attrape 2 tonnes de poissons par cycle de 24 heures va vendre son poisson entre 2 et 4 € le kilo de moyenne, un bateau de 8 mètres qui attrape 100 kilos par jour et il sort entre 10 à 12 heures en mer, va avoir une vente de 10 € de prix moyen, on va dire. C'est caricatural, mais... Et comme il va moins loin, il a moins de consommation de carburant. Il a un modèle qui est plus performant en termes économiques, social et environnemental. Okay. Bon, merci pour la précision, parce que quand on n'y est pas forcément. Merci d'avoir parlé aussi de la réglementation. On va revenir sur Poiscaille plus précisément. Je le disais en introduction, c'est complètement fou de se dire qu'on va vendre du poisson en ligne. Tu as commencé à nous raconter la genèse. Est-ce qu'on peut reprendre là un peu, nous dire comment, sur les 10-12 dernières années, ça s'est développé, les étapes majeures par lesquelles t'es passé, quels étaient les défis auxquels t'as dû répondre? On peut pas passer sous silence l'aspect de la logistique, qui est clé. Comment t'as trouvé tes consommateurs? Je crois savoir que 2024 a été un peu compliqué. Tu vas nous en parler. Qu'est-ce que le passage dans l'émission a changé ou pas? Et puis, tu nous diras aussi les projets pour la suite. Juin 2015, on lance le site internet, tu vois, qui ressemble à peu près, en tout cas sur le fonctionnement, à celui d'aujourd'hui. Tu prends un panier soit à la semaine, soit à la quinzaine, soit au mois. Alors, on a enlevé l'option de prendre au mois il y a 2 ans. Mais en gros, tu prends un panier, tu le récupères dans un lieu et rendez-vous toutes les semaines pour ton panier. Alors, dès le début, c'était sans engagement. Possibilité de changer tes dates si t'es pas là. Là, t'es toujours avec ta camionnette que t'as acheté. Là, je suis toujours avec ma camionnette. La journée, j'ai mon costume au ministère. L'après-midi et le soir, j'ai mon tablier au cul du camion. Et là, là, ce qui te motive, c'est les débouchés. C'est en fait, tu vois, il y a des gens là dans les événements Facebook qui sont prêts à acheter. Ouais. Moi, je sais où aller les acheter en Bretagne. C'est ça. Je fais le lien entre l'offre et la demande. Exactement. Et les premières ventes comme ça faites au cul du camion, les gens ils me disent c'est ultra bon, c'est aussi bon que quand je vais au bord de la mer. Donc tu vois, une validation de moi, cette intuition que j'avais en tant que pêcheur, me dire ouais, le poisson que je vois à Paris, on m'avait vendu que Paris, c'était l'endroit où il y a les plus beaux produits, etc.
ce que je trouve sur les étals parisiens, là où je vais pour m'approvisionner, est moins bien que ce que moi je pêche quand je suis amateur de pêche. Donc quand je rentre le soir et que j'ai pêché 3 maquereaux et un bar, que je les mange, je me dis c'est le meilleur repas de ma vie. Quand je fais la même chose où le poissonnier me dit ouais, le maquereau il est super frais, tout ça, ben je me dis c'est pas aussi bon. Et c'est pas aussi bon. J'essaie de sortir de la fierté d'avoir C'est pêché ce que ce j'allais poisson-là. te dire. En même temps, Mais quand tu l'as pêché, voilà. même s'il est dégueu, tu vas le Mais trouver bon. voilà, je suis d'accord. Mais tu vois, je me dis non, il y a un truc parce qu'en fait, quand je commence à lui demander la technique de pêche, où est-ce que ça a été pêché, quand, etc., il est incapable de me dire. Ou il me raconte des trucs et pareil, quand je vais dans un resto gastronomique et tout, chef 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles sur le poisson, il me raconte vraiment n'importe quoi. Et je les embête un peu, mais la plupart du temps, je suis le relou qui, détecte le poisson est pas super frais alors qu'on est quand même dans un resto où on paye très cher. Et 2, où je commence à dire c'est quoi le fournisseur et tout, et mes potes qui finissent par me dire allez, tu fais chier, arrête, rebois un coup et voilà. Bon bref. Et donc premier retour des consommateurs qui disent c'est hyper bon. Comme dans les systèmes de panier de légumes où tu dis waouh, je redécouvre des goûts que j'avais pas envisagés. Ça démarre comme ça et les premières années jusqu'en 2017 je crois, toutes les ventes c'est au cul du camion, on est présent physiquement et une des clés, Une fois par semaine. une fois par semaine dans un lieu, et une des clés c'est qu'on dit aux bars qui nous hébergent, on vous ouvre des huîtres à prix coûtant. Comme ça, vous pouvez les servir vous et faire apéro huître pour faire le petit événement de la semaine, l'apéro huître, un peu de vin blanc et tout. Mais nous, en échange, vous nous laissez brancher notre camion frigo dans votre bar et puis occuper votre devant de terrasse ou autre pendant 2 heures ou 3 heures, quoi. Et faut se dire que plein de patrons de bars se sont dit une fois dans leur vie, trop bien, je vais faire une soirée huître, génial. Tous les potes disent ouais, du vin blanc, des huîtres, machin et tout. Et plein de patrons de bar sont arrivés à filer ça à leur cuistot qui avait jamais ouvert des huîtres, qui dit ouais mais t'inquiète, je sais faire. Le mec s'ouvre la main au bout de la 2e huître parce qu'il y va bourrin, parce qu'il est speed et c'est le coup Et de il met feu. 2 minutes par huître. Et c'est le patron qui finit par gérer la soirée, la cuisine traumatise, donc il dit les huîtres j'en fais plus, tu vois. Et un écaillé ça coûte trop cher, tu vas pas recruter un écaillé, un banc ça coûte une blinde, c'est pour ça que je pense derrière les huîtres coûtent aussi cher sur un banc d'écaillé quand je vois des huîtres à 30-40 euros la douzaine, alors que c'est payé entre 5 et 6 euros la douzaine à la base, je comprends pas l'écart. Mais je pense que le salaire de l'écaillé plus les pertes plus tout ça. Bref, on fait des trucs, on fait ces apéros huîtres et en fait, ce qui nous rend visible devant les bars et génère presque un peu de première presse. Donc là, le nom Poiscaille, Il est déjà là. Ouais, il est arrivé un peu spontanément dans les discussions. Ouais, mais il est arrivé de manière évidente. Mais au début, on était 2 Charles à réfléchir au projet. Donc les poissons des Charles, les poissons de Charles. Enfin, on trouvait des trucs qui étaient pas très satisfaisants. Et Poiscaille est arrivé à un moment comme ça, un peu par hasard, quoi. Et donc, on est devant ces bars-là, et je pense que ça nous génère un peu de presse. Et sur la camionnette, t'as le logo Poiscaille. Même pas encore. J'ai juste une bannière. J'ai une bannière que je mets sur les balles criées que je tends devant le truc, okay. Quoi. Et donc, tu vois, j'ai plus une journaliste qui, tu vois, on était dans le 10e arrondissement, on était au bord du canal Saint-Martin. Tu vois, une journaliste qui passe, qui habite dans le quartier, qui dit ah mais c'est quoi, qu'est-ce que vous faites? Ah mais je suis machin journaliste. Et les premières presses tombent comme ça, avec un JT de France 2 quand même qui arrive en 2016 ou 2017. Alors qu'on était complètement pas prêt à ça, on se fait exploser de demandes. Moi j'étais parti randonner, j'ai mon téléphone parce que mon numéro était sur le Google My Business qui se met à bouillir, des appels de partout, machin et tout. Et énormément de demandes de on est dans telle ville, on est dans telle ville, on est dans telle ville, on en veut, on en veut, on en veut. Alors que nous, au début, on était purement parisien. À Paris, point. Camionnette à Paris, un petit garage à Bagnolet dans une cité pour brancher le soir et que le camionnette fasse office de frigo. Et vraiment... parce que tu les distribuais sur plusieurs jours. Non, je récupérais toutes les nuits à Rungis. Donc moi, toutes les nuits, soit mon associé, soit moi, 4 heures du mat, récupère Rungis dans les entrepôts logistiques. Donc on allait à Rungis pour la logistique, pas pour les achats. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. T'es obligé de passer par Rungis pour la logistique. Attends, ça veut dire quoi? Je croyais que t'allais chercher les poissons en Bretagne et tu les rapportais à Paris. Ça, j'ai fait 5 fois. Tu vois, sur les premiers trucs et après, tout. Je me suis fait des missions. Acheter le poisson à Après, Rungis. je me débrouillais pour que des transporteurs qui passent tous les jours dans les ports de pêche spécialisés dans la marée. Donc, il y en a 2, Delanchier et Steph. Vous voyez les ronds bleus parfois sur la route. Voilà, ça c'est Steph. Ben, en fait, ils collectent ce poisson-là. Le pêcheur leur remet avec une facture, un bon de livraison, etc.
et c'est déposé sur une plateforme à Rungis, donc de Lanchy par exemple, à un entrepôt à Rungis. Le poisson part en gros à 11h du bord de mer. Entre 22h et 2h du matin, il est disponible sur une plateforme. Toi, tu arrives avec ta camionnette ou plutôt ton gros camion habituellement, mais nous, on avait une toute petite camionnette. Tu prends tes caisses et tu dis, bah ça, c'est pour moi, c'est le pêcheur qui me les a envoyés, etc. Ok. Voilà. Donc cette ça, logistique, c'est en fait, c'est le transporteur qui livre la commande que tu as passée c'est ça, au pêcheur. au pêcheur. Exactement. Ah, c'est très important que tu soulignes cette différence. Ça, c'est une force qu'on a en France et c'est un avantage, je pense, par rapport au reste de l'Europe. Alors, je pense que l'Espagne et l'Italie est bien dotée, mais je pense que le nord de l'Europe est beaucoup moins bien doté en logistique. Et on a une logistique marée qui est hyper balèze, je trouve, en France. Elle est assez opaque, c'est-à-dire que moi au début, j'arrivais pas à creuser ce truc et je regardais pour des transports, j'arrivais à trouver des transporteurs de médicaments ou d'organes qui me disaient bah oui, je peux te faire un truc en frais, mais ça va te coûter 2 000 € le voyage, tu vois, alors que en fait, il y avait ces transporteurs-là mais qui sont pas forcément visibles, faut appeler, tu sais pas à quelle heure il faut appeler, enfin tu vois au début, on arrivait complètement newbie, moi je connaissais pas le Ok, tout. donc tu vas à Rungis, tu cherches, Je vais à tu Rungis toutes les vends. nuits, je vends mes paniers le soir. Les premiers clients, les premières presses. On avait développé, c'était surtout mon associé de l'époque qui avait développé un peu de vente au resto en attendant que le site internet sorte parce que lui était dispo et avait arrêté son boulot alors que moi j'étais encore au ministère mais pas le temps, mais lui avait développé ça. Pour l'encaissement, tu as déjà ton TPE, c'est du cash. Tout est fait en ligne, c'est-à-dire que les gens laissent leur carte bleue sur le site, à chaque panier c'est prélevé. On était branché avec Stripe dès le début et qui fonctionne encore très bien. Et donc les ventes, les paniers, on suit les paniers un peu à la main, on écrit sur des feuilles. Enfin, il y a beaucoup de papier crayon là-dedans, c'est un peu bordélique, mais on s'en sort et on apprend énormément. La palette qui est pas arrivée. Le transporteur qui te dit la palette est pas là, on la trouve pas, tu vas à l'entrepôt, tu te rends compte qu'en fait tes 4 caisses qui ne sont pas une palette, c'était pas une palette, aujourd'hui c'est une palette, mais à l'époque ça n'était pas. Elles ont été foutues sous 12 palettes de machin et personne les voit, donc sauf si toi tu vas chercher, tu vas creuser, tu te rends compte que ben si en fait elles sont là, machin. Le pêcheur à qui t'a dit ok je te prends 20 kilos de poisson, Il en a taille. pêché que 15, c'est ça? Non, il va dire par exemple j'en ai que 15, donc tu vas acheter 15 à lui et 25 à un autre. Enfin, tu vois, tu te débrouilles à faire tes premiers paniers. Mais il te dit, ben moi je livre des poissons entre 1 et 2 kilos. Donc tu dis, bon ok, 15 kilos, ça devrait faire à peu près 10 poissons de 1,5 kg, tu vois. Avec manque de bol, tous les poissons font 2 kilos. T'as donc seulement 6 poissons et t'as 10 clients à servir, tu vois. Et au bout du 4e client, tu dis merde, mais là ça va pas le faire, quoi. Tu vois, donc comment tu fais? Tu peux pas découper parce que t'es au cul du camion. Bref, tu vois, tous ces apprentissages qui aujourd'hui nous paraissent évidents, mais en fait qu'on expérimente. Je pense qu'on a perdu des clients comme ça. T'as Voilà. besoin de main d'œuvre pour faire tout ça ou Ça c'est nous qui le faisons, tu vois. À l'époque, on a nos premiers employés. Je crois que le premier employé, il arrive comme ça là, 2016, un truc comme ça. Mais au début, c'est nous qui le faisons. Tu vois, il y a 150 abonnés, 200 abonnés, tu vois, en 2016-2017. Grâce à France 2, on passe peut-être à 400-500, tu vois, parce que bah limité à Paris, donc beaucoup Et là, de clients qui convertissent pas. t'accélères comment? En fait, on accélère grâce. Enfin, pardon. On est en train de développer petit à petit. Les restos commencent à prendre un petit peu, les particuliers un peu. On arrive fin 2017 sur une tendance, tu vois, 1 million, quoi. 500 000 particuliers, 500 000 restos. Et Paris, majoritairement. Paris majoritairement. On a ouvert les premiers magasins avec Chronofresh, partenaire, et on commence à déposer, pardon, au magasin. On arrête, à un moment on dit, moi mon associé me dit non mais faut que t'arrêtes de passer tous tes dimanches au cul du camion, c'est pas efficace, machin. On va se débrouiller pour déposer dans les magasins ou devant chez qui on est. On commence à trouver les premiers points relais qu'on appelle aujourd'hui. Donc des magasins alimentaires qui veulent vendre du poisson mais qui en ont pas, avec qui on est partenaire. Et qui ont la chambre froide Qui ou ont le une chambre frigo. froide ou un stockage. Nous, on leur apporte une glacière et en disant si c'est glacière, par contre, si ce soir c'est pas récupéré, c'est pour vous ou ça ne doit pas être consommé, quoi. Et donc, on commence à expédier avec Chronofresh. Donc, Chronopost avait lancé son offre en froid, Chronofresh. Les premières expéditions, pareil, il y en a qui se passent bien, il y en a qui se passent de manière catastrophique et tout. On démarre ça. Mais ça permet de tester les premiers magasins partenaires en région, comment ça prend. Et il y a un truc qui... Moi, j'ai Avec les expéditions qui sont organisées par vous depuis Paris? Ouais, à ce moment-là, on a pris un entrepôt à Montreuil.
Ok. Donc on s'est trouvé l'entrepôt le moins cher possible sur le Bon Coin, un garage. Au début c'est vraiment un garage et pendant 2 ans on travaille ou 1 an et demi on travaille juste comme ça. Le camion d'origine est toujours la chambre froide principale du local et on prépare les paniers en mettant de la glace sur les caisses pour garder la température, etc. Il y a un écho des clients qui dit c'est hyper bon et à chaque panier je suis content. Que j'ai du bar ou de la sole qui sont des poissons que je connais et en disant c'est les meilleurs que j'ai jamais mangés, même au bord de la mer c'est pas aussi bon. Mais aussi j'ai du mulet, ce poisson-là, mon tonton breton il m'a dit que c'est un poisson pour dans les ports qui est pas bon, mais là celui que j'ai mangé il était nettement meilleur que tout ce que j'achète au supermarché ou sur le marché habituellement où je prends du cabillaud parce que je sais pas quoi choisir. Et écho des pêcheurs qui commencent à dire grâce à vous, ce que vous faites c'est hors norme. Tu vois des pêcheurs qui disent Parce que tu parles en fait de la distribution du consommateur. Le pêcheur, en fait, les pêcheurs, t'es obligé d'agrandir le nombre de oui, pêcheurs mais avec lesquels tu travailles, non? ouais, mais ça on démarche des pêcheurs, on nous donne des contacts de contacts. Moi, je vais parfois au bord de la mer et je contacte avec des pêcheurs sur le port et on démarre comme ça. Qu'est-ce que tu leur promets à eux ou qu'est-ce qu'ils retrouvent chez toi? Pourquoi ils sont... Moi, je leur promets une bonne valorisation de leurs produits. Donc tu les achètes Et plus cher qu'à la criée? plus cher que le marché, plus cher que la moyenne de la criée. Et je leur garantis un prix qui est stable. C'est-à-dire que souvent, ils ont des gens qui les démarchent en direct, qui vont leur dire « Ok, je te prends tel poisson à 10 euros, mais le jour où c'est à 2 euros à la criée, moi, je continue à lui acheter 10 euros. » Alors que l'acheteur traditionnel, il va dire je vais te le prendre à 2. Tu vois, pourquoi je m'emmerderais à te payer plus cher? Alors que nous, on a cette logique-là de dire « non, on a dit 10, c'est 10. » T'as des contrats cadres avec eux? Pas du tout, c'est que à la confiance. Et la confiance se crée comme ça, petit à petit. Et surtout, ce qui est donc, tu vois, les pêcheurs disent ok. Je pense qu'ils, tu vois, qu'ils sont un peu perturbés au début. Moi, j'ai des échos de dire ouais, t'es à Paris. Alors, moi, je me suis déjà fait arnaquer par un mec à Rungis. Il m'a promis des trucs, il m'a jamais payé, machin. J'ai envoyé du poisson, j'ai jamais été payé. Tu vois, il y a un peu Paris. C'est pas forcément une bonne image parce que plein de pêcheurs se sont dit Paris, waouh, le bar est à 40 euros alors qu'il est à 10 euros à la côte. Il y a qu'à y aller. Et on en vend des milliers de tonnes à 40 euros. Ils rencontrent un chef qui leur vend un peu du rêve, machin et tout. Puis en fait, ils envoient le poisson, ils l'envoient pas au bon endroit. Le chef, il dit, mais j'en sais rien. Moi, je sais pas s'il a été récupéré. La facture, je sais pas, vois avec ma compta. Le pêcheur, il part à 4 heures du mat. Personne lui répond à 4 heures du mat. Quand il est l'heure de parler à la compta, lui, il est en mer, il capte pas le soir. Enfin, tu vois. Donc, au final, trop compliqué à gérer pour une entreprise de pêche qui est souvent à la petite pêche. C'est 1 à 2 personnes. Et avec un peu de chance, il y a quelqu'un à terre qui est souvent la compagne du pêcheur qui gère l'administratif, les factures et tout. Mais s'il y a pas ça, ça marche pas. Alors qu'à l'agriculture, tu vas souvent avoir 2-3 personnes sur une exploitation, un centre de gestion, une coopérative, tous ces gens qui vont aider à la gestion s'il faut. Et donc, on démarre, on a ces premiers retours et moi je les voilà, le retour des pêcheurs. Moi je me souviens toujours un pêcheur qui dit, tu vois, moi ma formation d'origine c'est maraîcher, je suis installé pêcheur au Guilvinec par mon parcours. J'avais fait des études d'horticulture et je voulais devenir maraîcher. Là, le Guilvinec, c'est dans le Finistère sud. Voilà. Là, je t'envoie une photo. Je viens de faire des semis de radis et c'est grâce à toi que je l'ai fait parce que je suis pas allé à la pêche aujourd'hui parce que hier, vous m'avez bien payé toute ma pêche et je n'avais pas d'intérêt à aller pêcher aujourd'hui pour vendre du poisson aux enchères à des mauvais prix parce que vous pouviez pas le prendre. Donc, tu vois un peu ce truc de waouh, en fait, Eureka, ça peut marcher, quoi. C'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'on s'embête à trouver des pêcheurs, trouver des consommateurs et aujourd'hui, on a le truc qui se combine il y a les consommateurs et il y a les pêcheurs qui commencent à matérialiser un espèce de fantasme que tout le monde disait t'es qu'un bisounours avec tes histoires de payer les pêcheurs plus cher, ça marchera pas, ils pêcheront plus, ils vont t'arnaquer. Moi je connais les pêcheurs, tu vois plein de gens dans des cabinets ministériels ou dans des syndicats tout ça qui disent ouais non mais t'inquiète, moi je connais. Quand tu parles un peu avec eux, tu comprends qu'ils connaissent pas, mais tu leur dis pas. Et tu vois ce truc de dire en fait ça y est quoi. La démonstration, elle est empirique. C'est probant, il faut y aller. Et sauf qu'en fait, à ce moment-là, moi, je suis un peu tout fou on s'engueule avec mon associé. Et je pense qu'on n'avait pas du tout les mêmes visions, quoi, tu vois. Moi, j'étais prêt à partir sur vas-y, on développe, on lève des fonds, etc. Et lui, en fait, je pense qu'il n'avait pas spécialement envie. Il voulait peut-être un truc plus tradi, à plus petite échelle, moins ambitieux.
Et donc, en fait, on passe toute une année compliquée, 2018, à s'engueuler, à savoir comment on fait pour divorcer, etc., qui rachète qui, machin et tout, qu'on arrive à, quand même, en 2019, à sceller en disant on coupe la boîte en deux. Lui, il part avec le business des restos. Et moi, je reste avec la marque, le business des particuliers et l'entrepôt. Et je lui permets une transition en lui servant des poissons et en lui livrant pendant 1 an. Ça, c'est début 2019. Et moi, à ce moment-là, je me dis, OK, c'est parti. Je me mets en levée de fonds en disant, OK, je commençais un peu à me nourrir de l'écosystème, mais j'étais complètement loin. Moi, pas d'école de commerce, tu vois, je connaissais pas de tout ça, mais je tombe à l'époque, je ponçais les vidéos de The Family, tu vois, et en fait, je comprends, tu vois, je commence alors, tu vois, à prendre la tête à mon associé avant qu'on s'engueule, en disant, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on y aille et tout. Ouais, mais non, mais machin, mais il faut lâcher du capital, etc. Tu vois, moi, j'étais là, genre, bah, moi, je m'en fous, j'ai envie d'avoir de l'impact et peu importe les moyens, quoi. Et donc, 2019, je pars en levée de fonds. Attends, tu veux avoir de l'impact. Ouais. Je t'arrête 2 secondes là-dessus. Définis-moi ce que c'est que d'avoir de l'impact pour toi. Moi, tu vois, mon parcours, je suis arrivé un peu à la conclusion qu'au ministère, je changerais pas les choses. Et je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, le meilleur moyen de changer les choses, c'était la manière dont on avait payé les pêcheurs. Je pense que l'argent qui a tous sévi, c'est aussi un excellent moteur de changement et c'est peut-être le plus rapide. Ma conviction, c'est pas par la loi et par le lobbying qu'on va changer les choses, mais c'est par la manière dont on va payer concrètement les pêcheurs pour pouvoir avoir ce levier de leur dire, tu vois, là, tu gagnes plus. Est-ce que ça te dirait pas de pêcher moins? Mais ça va être long. Et en fait, mais ça va peut-être être plus rapide que par la réglementation et par le lobbying. Et donc c'est pour ça que c'est la raison d'être de Poiscaille, c'est de dire si grâce aux consommateurs, on permet aux pêcheurs de pêcher moins, et si on a assez de consommateurs pour qu'il y ait plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers de pêcheurs qui pêchent moins, les stocks de poissons devraient mieux se porter. Alors les scientifiques nous disent sur les stocks de poissons, vous prenez quand même pour des cadors et vous allez un peu trop loin. Mais conviction derrière de dire, bah en fait, là aujourd'hui on travaille avec les petits et la petite pêche, etc., très vertueuse, etc. C'est pas des gros volumes, mais la conviction qu'on peut aussi aller travailler avec les gros et leur dire, attends, moi je suis prêt à te prendre des milliers de tonnes de poissons grâce à mes milliers et dizaines de milliers de consommateurs, à condition que tu changes tes techniques ou à condition que tu changes tes pratiques. Tu vois, amorcer ce changement à une autre échelle. Mon rêve est aussi de transformer la flotte et de dire à un moment on aide les jeunes pêcheurs à s'installer et à résister à ces phénomènes de financiarisation dont je te parlais. Un rêve ultime étant de racheter un gros chalutier industriel, de le détruire, de récupérer les quotas de pêche et d'installer des petits pêcheurs grâce à ça. Bref. Ok, non mais c'était important que Voilà. tu puisses... Et c'est clairement la raison d'être de ce projet et c'est ce qui fait que moi j'ai tenu aussi longtemps malgré les étapes, quoi. Donc là, tu cherches à lever des fonds, tu les lèves. 2019, je me dis vas-y, on part en levée de fonds. On lève 1 million d'euros en octobre 2019. Auprès de... Un fonds qui met 500 000 qui s'appelle NCI qui est toujours là et qui a remis plusieurs fois et des business angels. Ok. Et entre-temps, il se passe un truc, c'est qu'on fait la première fois le salon de l'agriculture. Et moi, je croise François-Régis Gaudry, qui est ce chroniqueur et animateur d'émissions culinaires sur France Inter, à qui je prends un peu la tête parce qu'on fait une petite chronique sur le bulot, on fait une petite recette de bulot pendant le salon de l'agriculture. Je dis ouais, sur le poisson quand même, ce que vous racontez, c'est pas génial, vous êtes à côté de la plaque sur ça c'est faux, ça c'est faux. Tu vois, moi hyper ingénieur, technicien, rigide, qui dit non mais là-dessus, vous dites pas ce qu'il faut, etc. Et qui me dit ah ouais, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une émission, enfin on n'a pas fait d'émission sur la pêche durable, il faudrait qu'on en parle. Et donc, entre le 1er et le 8 mai 2019, là il y a un dimanche, et cette émission, on l'a fait, et un impact de ouf. Tu vois, on était à 500 abonnés, je pense, à l'époque. On passe en 4 jours à 1000 abonnés, tu vois. Ouais. Et donc, tu vois, c'est en plein roadshow et tout ça. Alors là, le truc, tu vois, un peu le cocktail parfait, quoi, de ça y est, regardez, en fait, on est en croissance de ouf, on vient de doubler en 3 semaines. Et en plus, ils ont la bonne idée de rediffuser l'émission parce c'est un gros succès d'audience. Ils disent à l'époque, c'était la 3e émission la plus écoutée ou la 2e émission la plus écoutée de tout l'historique de cette émission-là. Il la rediffuse fin août, pile au moment de la rentrée. Et donc là encore, on reprend 500 abonnés qui découvrent Poiscaille et qui disent mais trop bien, j'ai envie de m'inscrire, quoi. Donc en un espace-temps réduit, vous triplez quasiment on triple le volume. Donc c'est vrai que ça commence à devenir costaud. On recrute, on gère des trucs plein mal, etc. Mais bon. Arrive le Covid où là, ça change tout. Positivement, négativement? D'abord négativement parce qu'on est fermé pendant 2 semaines parce que pas de poissons, les pêcheurs pas en place et tout. Et quand on relance, carton énorme. Mais à se faire ouvrir et moi je suis retourné en prod parce que des gens étaient pas là, on n'allait pas les forcer à travailler, les enfants, ils avaient peur, enfin bref. Mais donc on fait on triple les volumes, mais en gérant ça tellement mal qu'à un moment
les fonds, ils nous disent bon les gars là, c'est bien, mais le PNL là que tu nous présentes au board, c'est ni fait ni à faire quoi. Il y a 3 stats, il y a 3 trucs. Et ils nous disent vas-y mettez un peu une presta financière là-dedans pour essayer de structurer. Et les gens ils nous disent mais attendez là, il faut peut-être aller au tribunal en août parce que là on sait pas comment vous allez tenir. Vous avez cramé, vous avez pas tenu les marges, machin, etc. C'était des choses qu'on pilotait pas nous à l'époque quoi. Tu vois. Et en fait, on lance. Là, t'as combien? Vous êtes combien? C'est une équipe de Là, combien? on est une douzaine, un truc comme ça, je pense une dizaine là, de personnes. Donc, on est en 2020. On est en 2020. Vous faites quoi comme chiffre? En 2019, on fait 1,7 million que de particuliers. En 2020, on fait 3,4 millions. Donc, on fait x2. Et en fait, on lance de l'acquise Facebook à la rentrée 2020 et on passe de 4 000 abonnés à 9 000 abonnés en 4 mois, quoi. Tant et si bien qu'on dit il y a plus de place dans l'entrepôt. Pour les auditeurs, là, on ne parle pas des abonnés Facebook, oui, on mais parle des abonnés payants. Payants, de 4 000 à 9 000 inscrits au panier qui donnent à peu près 40 € par mois sur Poiscaille à l'époque, quoi. Tant et si bien que l'entrepôt est trop petit, on dit bon bah il faut déménager, il faut aller chercher un autre entrepôt. C'est là qu'on s'installe dans notre entrepôt actuel à Vissou, où là on passe de 300 mètres carrés à Montreuil à 1500 mètres carrés à Vissou. On sous-loue et puis petit à petit on le prend. Et on lance fin 2021. On dit bon bah maintenant Serie A quoi, c'est parti. On a fait 1,7 million, 3,4 millions, 7 millions en 2021. C'est bon, le contexte est favorable, on y va. On a bientôt peut-être plus de cash aussi, donc faut faire gaffe. NC à ce moment-là remet en disant moi en avance de phase, je mets des OC parce que je crois au projet et je crois qu'on peut y arriver. Et donc on lève 5 millions en 2022. Là, tu structures. Ouais, j'ai un DG qui arrive, enfin un directeur des opérations qui est devenu le DG, qui arrive en 2021. T'as des compétences comptables, financières à l'intérieur de l'entreprise. Oui, ça a commencé à arriver, mais assez junior. On recrute des juniors sortis d'écoles, ESSEC, HEC, un peu, etc. Enfin, des personnes au commerce pour développer le réseau de points relais. Donc, relations commerciales, une équipe commerciale qu'on grossit, une équipe d'appro. Donc voilà, il commence à y avoir 4-5 équipes dans l'entreprise. Ça commence à faire, 25-30 personnes au bureau, à peu près autant en prod. Et là, en fait, on voit pas, et par manque d'expérience, qu'on est en train en fait de augmenter le nombre de salariés, mais sans augmenter le chiffre d'affaires, quoi. Donc 2022, on fait 11 millions de CA. Et en fait, il y a le croisement qui arrive et en fait, dès fin 2022, on se dit merde, en fait, il va falloir relever, faire un bridge, on n'a pas assez levé, quoi, tu vois. Mais là, il n'y a pas de contrôle de gestion qui est opéré. Ben, il est pas assez bon, il est pas assez expérimenté. Tu vois. Et justement, c'est ce qu'on commence à mettre en place, mais c'est vrai que tu vois, après coup, je me dis merde, en fait, on a été naïf, tu vois. Et aujourd'hui, on referait pas du tout le même chemin. Et surtout, il y a cette contraction avec la guerre en Ukraine qui au début nous touche pas vraiment, on le sent pas, mais à partir de 2023, c'est là où elle fait très très mal. C'est-à-dire que nous, on avait prévu avec l'augmentation des volumes de faire baisser les coûts en négociant les prix. En fait, les coûts d'opération, ils restent les mêmes, voire ils augmentent. Et vraiment, rentrée 2023, c'est là où on a les clients qui disent désolé, je reprends pas après ma pause estivale parce que on a perdu un boulot, on a perdu un contrat dans le foyer, etc. Quoi, tu vois. Donc je pense que les conséquences sont pas immédiates, mais 2023, c'est là où c'est vraiment le plus dur. Tant et si bien que à l'été 2024. 2023, c'est quoi le chiffre? 2023, on fait 11 millions, à peu près comme en 2022. Tu vois, on est à peu près peut-être 10 millions 8, peut-être même un peu moins. Et en 2024? Et en 2024, on était sur un chemin comme ça, autour de 11 millions, peut-être 11 millions 5, etc. Et on rentre en négociation avec nos banques pour dire il va falloir que vous nous accordiez des délais sur les crédits parce que sinon on arrive au tapis, quoi. Elles arrivent, elles finissent par aboutir pendant l'été, mais on se dit en fait il faut qu'on fasse, et c'est sur gestion de notre board, un appel à la communauté en disant on va peut-être disparaître, aidez-nous, quoi. Tu vois, vraiment d'être beaucoup plus honnête que parfois de dire c'est bon, on est parti, la croissance et tout. Non, là c'est dire en fait ça va pas passer, quoi. On fait ces vidéos à l'arrache en août 2024 et effet de dingo, quoi. C'est-à-dire qu'on était à 19 500 inscrits à nos paniers en 1er septembre 2024. Le 30 octobre, on finit à 25 000 inscrits à nos paniers, quoi. Donc, ce qui nous permet vraiment, et je pense que là, c'est vraiment l'effet qu'on n'avait pas forcément en tête de gens qui se mobilisent en disant
le projet il est trop beau, je sais que je soutiens les pêcheurs, le poisson il est trop bon, je peux pas perdre ce service parce que j'ai en fait aucune solution de remplacement. Tu vois, moi Il n'y a pas d'alternative. c'est ça. Moi, tu vois, je me disais non mais attends, ça va, c'est juste du poisson. Et t'as plein de gens qui disent mais non, c'est pas déjà si j'ai pas votre poisson, ce que je mange à côté, ce sera décevant et je voudrais pas en manger. Et deux, c'est un poisson qui a un sens de ouf et en fait, il fait plus que me nourrir physiquement quoi, tu vois. Et tu vois, et des témoignages comme ça, on en reçoit 500 ou 800, tu vois. Donc, sur 20 000 personnes, ça fait beaucoup quand même. En fait, pour passer à l'échelle, c'était quoi le problème? Pourquoi vous étiez financièrement un peu étranglé? Je pense parce qu'on n'avait pas cette culture de l'alimentaire par manque d'expérience et de parcours avant, de dire en fait l'alimentaire c'est les centimes, les marges, on recrute pas n'importe comment. Et tu vois, on a recruté à un moment, on a recruté fin 2022 quand c'était la guerre des profils. Donc c'est des coûts de structure qui viennent. Des coûts de structure qu'on augmente sans que le chiffre d'affaires et la marge soient augmentés. Okay. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a recruté en avance de phase en disant c'est là, tu vois, c'est un peu le parcours de toutes les startups, mais c'est le parcours de toutes les startups en SaaS B2B avec 90% de marge. Et nous, on a appliqué un peu le même truc sur de l'alimentaire avec 45% de marge et de marge brute. Et après, si tu rajoutes des opérations, tu tombes. Aujourd'hui, on est à 20%. Donc tu vois, c'est pas du tout les mêmes équilibres. Et je pense qu'on a suivi le modèle de développement SaaS B2B. Nos investisseurs ont suivi, nos profils qui étaient issus de ces zones-là ont suivi. Moi, tu vois, j'étais un peu acculturé à tout ça. Et pareil, je pense que j'ai plongé dedans en disant, bah vas-y, on y va, on a de l'argent, on a 5 millions, c'est énorme, tu vois. Mais en fait, on se rend compte 2 mois plus tard qu'on crame 400 000 par mois, tu vois. Donc, dans 10 mois, il y en a plus, quoi, tu vois. Enfin, et en fait, cette tendance, tu vois, qui était au lever un peu spectaculaire, le quick commerce, le machin, tu vois, où tu te dis presque que je pourrais toujours relever, quoi. Et 2022, en fait, l'effet Ukraine et tout ça contracte tout. En 2024, du coup, qu'est-ce qui se passe? En 2024, on passe en fait, on va peut-être disparaître. Finalement, on arrive à remettre. Finalement, on arrive et on finit l'année à plus de 13 millions parce que l'automne 2024 est un carton absolu et on stabilise tout ça sur 2025 qui nous amène à arriver à 2025, 17 millions de CA, 100 000 d'EBITDA positif. Pour la première fois. Pour la première fois depuis, je pense qu'en 2017 on l'a fait, mais on se payait pas. Donc bon, c'est un peu biaisé. Et les gens qui bossaient comme des dingues étaient payés un salaire pas juste par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui, et pas juste tout court même. Et donc en fait, ça nous permet vraiment de passer un palier supplémentaire. Et en plus, côté pêcheur, c'était un message qui était attention, faites gaffe. Et des pêcheurs qui disaient, bah attends, moi, si je peux pas compter sur vous sur les prochaines années, faut que je me débrouille, faut que je cherche. Ah, en fait, tout va bien, on vous prend du volume, on s'engage pour vous valoriser les prix, les poissons comme il faut. Et c'est parti. On est là pour un cycle et on est là pour longtemps. Donc 2025, c'est l'année de la maturité, on va dire. On va dire, c'est ça, exactement. Les opérations qui sont mieux suivies, une structure de pilotage de coûts qui est meilleure, probablement une gouvernance aussi qui est plus performante. Gros changement qu'on a fait en 2000. Alors je sais pas si c'est 2024, on a changé notre offre. Historiquement, l'offre c'était un panier à 22,90. Quel que soit le panier. Quand on te mettait un panier avec du bar qu'on payait 20 €, on perdait de l'argent. Et on se rattrapait en mettant, à chaque panier bar, on mettait 100 paniers, moules ou mulets ou des produits pas chers sur lesquels on faisait des grosses marges. Et en fait, il y avait un effet, c'est qu'en fait, les gens disaient, Poiscaille, je mange 3 fois sur 4, c'est du mulet. Et aujourd'hui, depuis 2017, on te donne le choix dans ton panier. Donc à 19h, tu reçois un mail et genre, c'est viens choisir ton panier sur le site. T'avais les gens au taquet qui à 18h55 rafraîchissaient la page tout le temps, qui chopaient les 50 bars qu'il y avait, et ceux qui arrivaient à 19h05, c'était en fait j'ai le choix entre mulet, coquille Saint-Jacques, j'en ai mangé déjà 3 fois ce mois-ci, et donc là on a dit en fait la clé, ce qu'on s'interdisait de faire, c'est de faire payer des paniers plus chers pour pouvoir mettre pas 50 bars mais 1000 bars à proposer ce soir pour les 5000 paniers qu'on a à faire. Par contre, il faudra payer 10 €, 15 € de plus. En échange, si tu prends un panier avec du mulet qui est pas enfilé, qui est juste vidé, tu vas payer à moins cher, jusqu'à moins 6, moins 9 €. Autre élément, des paniers de grande taille,
avec des gens, tu vois, qui me disaient, moi, ça m'embête, je prends un panier, mais on est 5 à la maison et j'arrive pas à retrouver la même quantité de ce panier-là pour faire une table homogène, tu vois. Donc, je suis obligé de faire 2 mulets dans mon panier et je suis obligé de prendre une dorade qui fait pas la même taille que je peux pas que l'ensemble. Donc, faites-moi un gros panier. Et d'autres gens qui disaient, le panier est trop gros, je suis obligé de le partager et donc je voudrais des petits paniers. Et donc, on a combiné tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une offre qui est beaucoup plus personnalisée ou beaucoup plus adaptée à ton envie de conso. C'est-à-dire, cette semaine, si tu veux, t'es en couple, tu te fais un petit mercredi soir romantique, t'as envie de te faire un homard à deux, bah, tu prendras que le homard, et tu paieras un peu moins cher ou le prix du panier, mais tu auras qu'un homard dans ton panier pour deux. Si t'es avec les enfants et il faut 5 kilos de gamme, moules, en fait. voilà. Et j'ai élargi je m'adapte maintenant à beaucoup plus de moments de consommation qu'avant. Donc ça, c'est ce qui rend aussi le marché plus fluide, enfin, Ouais. qui apporte de la satisfaction au client. Et point important sur la gouvernance, moi, je me suis retiré de la direction opérationnelle. Je suis plus dans la direction. La direction elle est aujourd'hui pilotée par Gaëtan, qui est notre DG, avec 6 personnes, dont Yves, qui est mon associé CTO, et qui est la direction qui gère au quotidien les équipes. Enfin, qui gère tous les sujets au quotidien, les opérations. Moi, je viens intervenir juste sur la définition des roadmaps avec eux, et j'ai pas un poids plus important. Et donc je suis plus dans ce quotidien où je pense que là Gaëtan lui il pilote et c'est lui qui a les rênes et il pilote beaucoup mieux que moi. C'est lui qui va dire bah non là ça va pas, les marches sont pas tenues, comment on fait, faut qu'on fasse un plan d'économie parce que là on a dérapé de 10 000 euros, alors que moi j'aurais été à dire bon bah oui mais on va le rattraper plus tard, tu vois. Non on le rattrape le mois prochain, comment on fait, qu'est-ce qu'on annule comme dépenses, qu'est-ce qu'on annule comme recrutement, comment on gère ça. Mais c'est cool, ça te laisse du temps pour aller sur les podcasts et enregistrer. Et voilà, et moi je me consacre à être la figure de Poiscaille, parler à la presse. C'est quoi la suite de Poiscaille? C'est quoi les projets de développement? Et puis, Alors, pour faire la transition, quelle a été la conséquence du passage alors ben voilà, je vais te parler de ça. Qui va être mon associé, moi je pensais pas qu'on pouvait le faire parce que je me disais on est une boîte trop grosse, trop âgée, etc. Et donc en fait on candidate, on arrive, on tente en disant bon bah en fait faut le tenter quoi. On arrive finalement à être sélectionné et à le faire. Et donc l'émission a été tournée en octobre, diffusée le 22 janvier. Nous on est passé de 28 000 clients à 40 000 clients en 10 jours. Donc une explosion. Dans notre BP on avait mis 1000 en plus, tu vois, pour qu'il va de mon associé en se disant quand même ça va avoir un effet. Mais on n'avait pas mis 4 000, 5 000. Enfin, moi, je rêvais de 4-5 000 et je pensais pas qu'on allait faire 10 000 clients en plus, enfin 12 000 clients en plus. Brut, donc et un truc qui change, justement, tu parles des projets, qui change complètement moi ma vision des projets. Tu vois, là, on était sur Poiscaille de dire bon, bah en fait, on a peut-être atteint notre plafond de verre. Poiscaille, c'est pour 25-30 000 personnes en France. Tu vois, moi, c'est un peu de dire ok, le chemin il est d'aller creuser la rentabilité, peut-être arriver à 25 millions de CA, 2-3 millions d'EBITDA. À un moment on va peut-être s'adosser pour se sécuriser dans le futur, tu vois, pour pas être juste avec des investisseurs qui eux à un moment veulent sortir. Et en fait là ce truc de dire mais en fait la profondeur de marché elle est peut-être beaucoup plus importante que ce qu'on croit. On peut aller adresser beaucoup plus de clients et avec une notoriété ou une exposition médiatique supérieure. En fait, mécaniquement, ça peut faire que Poiscaille gagne 5, 10, 15, 20 000 clients par an, j'en sais rien. Et retrouver ce rêve un peu d'origine que moi, qui a été un peu ébranlé par les épisodes qu'on a connus, de dire, en fait, il suffit de quelques centaines de milliers de clients, consommateurs, mangeurs, pour transformer la flotte. Parce que tu vois, aujourd'hui, Poiscaille, à 30 000 clients, on était à 250 pêcheuses et pêcheurs partenaires, donc 5% de la flotte française qui était soutenue et qui pêchait moins grâce à Poiscaille. Donc tu vois, imagine, on est 300 000, c'est 50% de la flotte. Et on est 600 000, c'est 100% de la flotte. Alors, c'est un peu une règle de 3. Avant d'aller plus loin sur les projets, juste aujourd'hui, tes clients se trouvent majoritairement où? Et c'est quel profil? Va pas trop dans le détail parce qu'on y viendra après, mais juste pour qu'on ait un petit peu une image. Seulement un quart de nos clients sont en Île-de-France. Ouais. Les clients, nous, historiquement, on a plutôt développé dans l'Est de la France, enfin dans les 2/3 Est de la France. Tu vois, tu prends un triangle Orléans, Lille, Strasbourg, Nice, Marseille, Montpellier. En gros, tu vois, tu fais pas les côtes, quoi, quasiment, sauf en Méditerranée. Donc c'est là qu'on a, tu vois, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, on a beaucoup de clients. Mais proche de la mer, on marche pas si mal que ça, en fait. Marseille, on marche très bien, ce qui est surprenant. Mais en fait, ils veulent du poisson d'océan? non, mais surtout, ils ont pas de plan pour avoir du poisson. Le Vieux-Port à Marseille,
c'est compliqué d'accès. C'est comme si tu disais, je sais pas moi, tu vas à Opéra, il y a un supermarché aux poissons, mais qui va se déplacer de n'importe où dans Paris? Enfin, tu vois, il y a que des gens qui habitent à côté qui vont y aller. Tu vois, donc, Et c'est même quel phénomène. type de population? C'est jeune, moins jeune, varié, 50% de nos clients ont plus de 50 ans, donc plutôt des gens âgés comme les consommateurs de poissons. Donc les consommateurs de poissons aujourd'hui, c'est 50 ans et plus qui sont familiers avec le poisson frais, etc. Très peu de clients moins de 25 ans. Et CSP intermédiaire à plus. Okay. Donc on a du bobo urbain qui gagne bien sa vie, qui travaille dans les startups, etc. Mais tu vois, Poiscaille est présent dans 1900 magasins partenaires partout en France. Les paniers sont distribués gratuitement dans ces magasins partenaires là. C'est 99% de nos paniers qui sont distribués en point relais. Je pense que c'est une force de notre modèle, ça nous permet de faire des petits paniers moyens. Panier moyen chez Poiscaille, il est à 28 €, tu vois, alors que les gens en ligne te proposent des paniers minimum à 50 et tes frais de port sont à 15 € si tu commandes moins de 100 €. Donc, et là, tu vois, il y a des endroits, Poiscaille va être présent dans un village paumé du Doubs. Tu vois, moi, chaque année, j'ai des potes qui partent en vacances, genre en randonnée, à la pêche, machin, qui disent, ah, mais je suis passé me ravitailler à l'épicerie de machin, j'ai vu une affiche Poiscaille, je pensais pas que vous étiez là. Et là, en fait, t'as toutes les catégories socio-professionnelles, tu vois, qui disent, on n'a pas de soit on n'a pas de poisson, soit on n'a pas de bon poisson. On va revenir dessus. Sur les projets de développement, je reviens dessus, pardon. Donc, qui veut être mon associé, ça fait exploser la notoriété aussi. Exactement. En plus du nombre de clients. En préparant cet épisode, quand j'ai raconté autour de moi, ouais, j'ai le gars de Poiscaille que j'enregistre. Mais tout le monde connaît la marque. Dans l'écosystème e-commerce, startup, oui, ça y est, je pense qu'on est établi, mais il y a pas mal de gens qui consomment pas. Et c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Donc il y a quand même une notoriété de marque qui est là. Et je pense qu'il peut y avoir des réflexions pour leverager ça, parce que. Alors voilà, nous aujourd'hui, donc les projets, c'est continuer à développer le B2C tel qu'il est aujourd'hui en digital. On fait les premiers tests de vente en B2B, c'est-à-dire qu'on vend à nos magasins point relais ou à des acteurs de l'alimentaire type La Fourche, La Belle Vie, etc. Du poisson frais sous vide en barquette avec une DLC. Donc aujourd'hui, il y a des filets de mulet, des noix de coquille Saint-Jacques de plongée, des coquillets, du poisson fumé, un peu d'huître, etc. que eux vont pouvoir mettre soit dans leur commande internet, soit dans leur panier, dans leur rayon pour les commerces. On pense qu'on a un super levier là-dessus parce qu'en fait, le poisson frais est toujours absent dans tous les magasins bio et beaucoup de nos points relais sont des magasins bio, direct producteurs engagés. Et ils vont pas monter des poissonneries comme a fait la GMS qui a tendance à les fermer. Trop compliqué, trop d'opérations, pas assez de surface, etc. Donc là, vous allez dans une direction qui consiste à mettre vos produits en rayon dans des commerces spécialisés pour l'instant. Pour l'instant, oui, alimentaire et plutôt bio ou direct producteur. Okay. Mais pourquoi pas aller plus loin? Ah oui, non, moi je suis complètement agnostique, on va dire. Tout ce qui permet de valoriser le plus de poissons et donc d'embarquer de nouveaux pêcheurs est bienvenu. Donc si demain t'as Intermarché qui te dit moi je veux faire un corner Poiscaille, etc., aucun problème. Et je serais très content parce que je dirais bon, on va voir si on arrive concrètement à prendre des parts de marché au saumon, au cabillaud et à remplacer par des poissons français, durables, éthiques. Ok. Et après, tu vois, là aujourd'hui, honnêtement, c'est en pleine réflexion, mais c'est l'envie d'aller chercher un Poiscaille qui fait peut-être 4, 5, 6 fois cette taille, j'en sais rien, pour maximiser l'impact. En se disant, en fait, là, on est vraiment au moment où ça y est, 10 ans on a structuré le truc, on a mis en place notre tech, on a mis en place la logistique, on maîtrise plutôt bien ça, et c'est notre force. On a notre réseau de pêcheurs, c'est géré. Je pense que quelqu'un qui veut y aller aujourd'hui, on fait une énorme barrière. Ouais. Et tu vois, moi j'ai plein de gens que j'ai croisés dans cet écosystème tech ou digital qui me disaient mais oui, j'ai eu l'idée avant toi, etc. Oui, mais par contre il l'a pas exécuté. Mais tout est dans l'exécution. Et la difficulté là sur le poisson, c'est vraiment de dire ok, j'y crois encore et je suis encore là et je tiens malgré tout le pataquès que ça peut être parfois quoi. Et donc tu vois de dire c'est quoi donc c'est Poiscaille peut faire des gros volumes en allant creuser le B2C digital tel quel, mais on est assez convaincu même qu'il y a d'autres verticales à aller adresser. Le B2B, on va le tester. On est très sollicité par les restaurateurs qui nous demandent encore, alors que moi je pensais que le restaurant, trop de concurrence, machin,
Si ça rentre tout seul, si c'est des cols entrants. Oui, mais après derrière opérationnellement, on a vécu l'époque où on avait 2 clients, 2 business, des opérations, ça se mélangeait. Quand il faut mettre la moitié du poisson en B2C, l'autre moitié en B2B, t'as forcément une info qui passe pas très bien. Ah ben non, je savais pas qu'il fallait mettre les gros poissons pour le resto et ceux de droite, tu vois. Enfin, donc nous on a vécu ce truc-là, donc on se dit bon, peut-être pas. Des magasins physiques, moi, tu vois, tout ce qui se fait dans l'alimentaire, les restos, les commerces alimentaires. Je me dis en fait, il y a peut-être un truc de, si demain dans les quartiers parisiens ou même les centres-villes, il y a une petite poissonnerie, Poiscaille, un petit corner où il y a un peu de poisson frais. Si ça se trouve, en fait, bien tous les gens de ces projets. l'écosystème qui connaissent, mais qui pensent pas, parce qu'en fait, à aucun moment tu penses pour acheter du poisson, tu penses pas taper sur Google, en fait, tu vois. Alors que pour acheter des baskets, un sweat, des lunettes, une montre, tu vas aller taper, tu vas aller te renseigner, tu vas chercher des critères, du made in France, du local, du je sais pas quoi. Au pire, sur Google, tu vas taper sur Google Maps, tu vois. Enfin, tu vas te dire, tiens, vas-y, poissonnerie autour de moi, tu vois. Bien sûr. Et donc, là, honnêtement, la réflexion est en cours, mais l'envie, elle est là de se dire, bon, vas-y, en fait, Poiscaille a un chemin vers une belle PME, même peut-être plus, qui sait, mais une nouvelle phase de développement pour aller toujours maximiser l'impact en se disant, les signaux dans la filière, pour moi, ont pas changé. C'est-à-dire que c'est toujours privilège à la pêche intensive qui est économiquement, écologiquement et socialement pas la plus optimisée. Le poisson est une ressource ultra rare qui est la dernière ressource sauvage. En fait, il faudrait en maximiser l'utilité économique, environnementale et sociale. Et j'aimerais bien et j'ai envie moi d'aller tenter la suite de l'aventure pour se dire vas-y, en fait on peut y arriver et peut-être qu'on va finir par le racheter, ce chalutier industriel et transformer la flotte. Je te le souhaite. On va conclure sur les consommateurs. Évidemment, la façon avec laquelle tu les adresses, tu t'en prends soin, a été en filigrane de tous tes propos. Comment malgré tout tu les recrutes? Alors en faisant des émissions sur M6, c'est sûr ça marche bien, mais je ne suis pas certain que tu vas pouvoir le faire chaque année. Comment tu les recrutes? Comment tu en prends soin? Est-ce qu'il y a la nécessité de réactiver des dormants? Est-ce qu'on parle d'actifs, de non-actifs? Enfin, parle-nous un petit peu des consommateurs. Tu vois, nous, la presse, c'est quand même un gros canal d'acquisition. Et aujourd'hui, donc tu vois, je me rappelle quand j'ai levé des fonds en 2019, la première fois devant le comité de NCI, j'ai eu la remarque en disant oui, bon, vous êtes passé sur France Inter une fois, vous n'allez pas faire ça tous les ans. Depuis lors, j'ai quasiment fait 1 à 2 émissions par an dans cette émission de cuisine. Alors, on parle pas beaucoup de Poiscaille et ça n'a pas autant d'effet que ça a eu la première fois. Mais tu vois, en fait, on est étant un peu aujourd'hui le seul commerce sur le poisson engagé avec des valeurs, en fait, dès qu'il y a un sujet pêche durable poisson, naturellement, les journalistes, ils finissent par, soit ils nous connaissent parce qu'ils nous connaissent dans l'écosystème, soit ils vont chercher, ils tombent sur nous, ils voient les photos de tous les pêcheurs sur le site et ils nous appellent en disant je veux le numéro de machin pour l'interviewer. Et là on dit attends, si tu parles pas de Poiscaille, le numéro on va pas te le donner et tu l'auras pas parce qu'on va dire au pêcheur de pas te répondre. Et le pêcheur il va dire oui j'ai déjà fait des reportages, ça va. Et donc on est un peu, c'est quand même un levier. Je pense qu'on a on ne le maîtrise pas et on le mesure pas, mais je pense qu'on a beaucoup de bouche à oreille. Tu fais ton panier Poiscaille, t'invites tes potes, tu leur dis regarde comme il est bon ce poisson, je l'ai acheté là, etc. Mais ça aujourd'hui j'ai pas un moyen, je fais un peu de parrainage qui est quand même assez puissant, enfin assez important malgré la faible ergonomie de notre parrainage. Et notre canal, nos 2 principaux canaux après c'est mailing et pub Meta. OK, c'est l'acquisition et après, ce CRM, comment tu fais pour l'animer? J'imagine que tous ceux qui sont dedans ne sont pas forcément actifs. C'est ça. Les abonnements, comment tu peux mettre fin à un abonnement? Est-ce que tu peux mettre fin à ton abonnement? Nous, quand t'es abonné, tu reçois déjà tous les dimanches tu reçois tous les dimanches une newsletter, c'est moi qui l'écris, qui s'appelle Radio Ponton. On te donne les infos de comment ça pêche en ce moment, etc. Qui a pêché quoi, quelle a été la galère de la semaine pour un pêcheur, quelle a été la prise de la semaine ou quel a été le panier de la semaine. Ça vient d'un truc d'origine de gens qui disaient la semaine dernière j'ai mangé du lieu jaune, il était excellent, pourquoi j'en ai pas cette semaine, tu vois.
De dire, bah oui, en fait, il y avait tempête dans la Manche et donc le pêcheur de lieu jaune qu'on a, bah il est pas sorti parce qu'il pouvait pas, sinon il allait mourir, quoi. Donc tu vois, tu raconter tout ça et un peu acculturer, et on a des très bons taux d'ouverture et des bons retours de clients qui disaient en fait tous les dimanches c'est cool d'avoir les news des pêcheurs. Euh, à chaque panier, tu vas recevoir des recettes pour cuisiner ton poisson. Tu vas recevoir une demande de notation et nous on pilote ce qu'on appelle la CSAT sur les paniers, de dire ok, tel panier il a chaque semaine, et on se réunit en disant tel panier il a une bonne note, tel panier il a une mauvaise note, on l'arrête. Donc tu vois, il y a des espèces où aujourd'hui on a appris à réduire la présence de certaines espèces. Tu vois, il y a une époque, il y a 3 ans, tempête partout, on savait pas comment remplir les paniers, on prenait genre 300 kilos de silure, tu vois, parce qu'on a des pêcheurs de silure en eau douce, et l'idée c'est aussi de les soutenir, et le silure, le dos de silure, c'est un poisson blanc qui marche très bien et qui se mange très bien. Mais quand on a commencé à regarder les CSAT, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait qu'on mette pas plus de tant de pourcents par jour de silure, et donc ça nous donne à peu près, tu vois, en fonction du nombre de paniers, les quantités qu'on va faire. Donc on a appris un peu à piloter l'offre en se disant tu peux pas aller sur des offres trop radicales parfois, et finalement tu peux pas jouer trop le truc du panier avec les fruits et légumes, où en fait tu vois, si je te sers, je sais pas moi, une patate douce ou un radis double corne ou une tomate biscornue, au global tu vas finir toujours par faire quelque chose et ce sera satisfaisant, une soupe, un gratin, un machin. Avec les produits de la mer, il y a des moments ça peut être plus costaud, tu vois. Si je te mets des araignées de mer pour tout le monde, pas cuites, qu'il va falloir que tu cuises toi-même, que tu décortiques, etc. Ouais. Voilà. L'investissement, il est quand même. Voilà. Et après, oui, effectivement, tu vois. Et si tu nous réponds une note pas bonne, on va essayer de te répondre pour dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu nous as dit, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, comment on fait la prochaine fois. On regarde tous les gens qui ont décalé leur panier de plus de 2 mois. Et on essaie de leur passer un email en disant regardez, il y a des belles pêches en ce moment. Décalé, ça veut dire que. Chez Poiscaille, tu peux changer tes dates de panier. Donc si t'es pas là la semaine prochaine, tu cales à la semaine d'après. La fréquence habituelle, c'est chaque semaine. La fréquence, c'est quinzaine ou semaine. Notre récurrence, c'est-à-dire le nombre de paniers par client actif, c'est 1,8 à 1,9. Tu vois, à peu près 2 paniers par mois. La plupart des clients prennent 2 paniers par mois. Là aujourd'hui, nous on regarde et on dit, bah, en fait, on voit que tu as décalé. Ça fait 3 mois que t'as pas pris de panier alors que t'es encore dans nos inscrits au panier. Ben on te passe un mail en disant tiens, regarde, il y a des belles pêches en ce moment. Là, on arrive sur le printemps, les tempêtes de l'hiver sont terminées et donc la diversité va revenir. Ce serait le bon moment pour rapprocher ton panier, et tu peux rapprocher ton panier si tu veux. Et après, pas mal de mailing. Aujourd'hui, tu vois, on a des bases de abonnés ayant jamais commandé, anciens abonnés, abonnés sur la boutique uniquement, parce que tu peux aussi acheter chez Poiscaille à la carte, et qui a jamais passé le cap de l'abonnement. Donc, on a tout un lot de workflow, d'emails pour essayer de te faire revenir et consommer un panier en plus ou reprendre ton abonnement. Tu l'as évoqué, là, on parle de saisonnalité dans la pêche. Les tempêtes d'hiver, l'augmentation des fréquences des Oui, tempêtes, on le voit. quel impact ça a? Nous, c'était le pari du départ qui est validé, c'est qu'on a un réseau de pêcheurs qui est étalé sur les côtes. Donc, tu vois, je dis, on a des pêcheurs de Boulogne-sur-Mer jusqu'à Bastia, tu vois. Et ça a été le parti pris de dire justement, quand il y a tempête à la Pointe Finistère, ben c'est hyper cool d'avoir un pêcheur dans le Var qui, lui, a fait une belle pêche et peut remplir les paniers. Donc ça, aujourd'hui, maintenant qu'on a 250 pêcheuses et pêcheurs, il y a encore des zones où on a des trous et on cherche à être encore plus présent, mais ça rend le truc assez robuste. Avantage aussi, c'est que tu as les coquillages qui, eux, se pêchent donc sur l'estran, donc les zones où la marée découvre, donc moins dépendant des tempêtes, plus dépendant des marées, mais qui sont aussi stockés dans des bassins pour être purifiés, pour qu'on enlève le sable, et des obligations pour les bactéries aussi. Donc tu as un peu de visibilité là-dessus. C'est-à-dire que tu vois, nous souvent, on va dire aux pêcheurs, bon bah voilà, on a besoin de temps, le retour de pêche, on va avoir ça, 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 ça et ça. On peut se dire, tiens, bah là, en fait, on a besoin de 200 kilos de coquillages en plus et on est capable de les trouver. Ça va être un coup des coques, un coup des coquilles Saint-Jacques, etc. Mais un jour où c'est pêche pléthorique, il y a du poisson partout, on dit non à des pêcheurs, bah en fait, on va dire, ok, on va mettre un peu moins de coquillages cette fois-là et plus de poissons dans les paniers.
Donc tu vois, on a cette capacité-là. Aujourd'hui, on a de la force, c'est qu'on a des plats traiteurs dans l'offre Poiscaille. Donc brandade, risotto, poisson fumé, salade de sèche de Bastia. Enfin, on a plein de petits trucs qui peuvent, en cas de tempête, dire bon ben ce soir, on a, je sais pas, 5000 paniers à faire. On a réussi à en faire 4700 avec du poisson frais, des coquillages, des crustacés frais. Bah, les 300 derniers, on va les faire avec du poisson fumé, un plat traiteur, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont très contents cette semaine-là, ce jeudi soir-là, de récupérer leur panier Poiscaille avec 500 grammes de poisson fumé. Ils vont le manger plus tard dans la semaine, t'as 20 jours de DLC dessus. Et en fait, c'était pas le soir où ils avaient envie de faire un panier, donc bim, ça tombe bien. Ou tiens, bah, je vais prendre une conserve, tu vois, et je mangerai une soupe ce week-end. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a une force là-dessus, c'est qu'on arrive beaucoup mieux à gérer. Tu vois là, on a eu qui va être mon associé le 22 janvier. Il y avait eu la neige 2 semaines avant, donc déjà les équipes étaient rincées et déjà défaites. 22 janvier, c'était aussi la fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne, donc entre Brest et Saint-Jean-de-Luz, pour éviter les captures de dauphins. Donc tout d'un coup, nous, même si on a peu de bateaux qui étaient concernés, il y avait quand même une vingtaine de bateaux qui étaient à l'arrêt forcé dans notre réseau et qu'on aurait bien aimé avoir, quoi. Et à ce moment-là, pic de commande de ouf. Coup de bol, les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques, notamment en Bretagne Nord, en plongée, sont capables de sortir par presque tous les temps. Parce qu'ils arrivent toujours à trouver des endroits abrités, proches de la côte. Les vents s'orientent toujours de manière assez favorable. Et même s'ils pêchent dans une eau boueuse, ils mettent des lampes et ils pêchent à tâtons comme ça. Et ils arrivent quand même. Incroyable. Et deuxième coup de bol et même inquiétude, c'est que l'année dernière, au mois de janvier, nos coquilles Saint-Jacques, elles étaient pas bonnes. Elles étaient toutes maigres. On avait beaucoup de retours clients, alors que normalement, nos coquilles Saint-Jacques de plongée, c'est un peu le truc qui te branche sur la qualité, quoi. Tu vois, le retour, c'est, on a mangé les coquilles Saint-Jacques chez Poiscaille, elles étaient genre extraordinaires, quoi, tu vois. Parce que coquilles Saint-Jacques de plongée, pas de sable, pas traîné au fond, et donc une qualité pas stressée, une qualité qui est hallucinante. Et l'année dernière, elles étaient pas bonnes à cette époque-là, tu vois. Donc on s'est dit mince. Mais en fait, c'est bien tombé parce que les intempéries qu'il y a eu, ça a fait beaucoup d'eau dans les rivières et dans les fleuves. Beaucoup d'eau égale beaucoup de plancton pour les coquilles. Et l'année dernière, si elles étaient maigres, c'est qu'elles avaient rien à manger. Alors que là, cette année, pendant la tempête, bah, elles ont eu énormément à manger et les coquilles cette année sont magnifiques. Il y a déjà du corail en Bretagne, alors que normalement, le corail en Bretagne, il arrive que au mois d'avril, quoi. Et il y en avait dès le mois de février, quoi. J'adore que tu nous racontes toutes ces anecdotes qui rendent concret, vivant la réalité de ton business. Je crois que je suis pas loin d'avoir battu le record de durée d'épisode. Ah. La pêche, c'est long. On est à 1h38. Ouais, ah carrément, voilà, Ouais. c'est ça, c'est que je me disais. Mais c'est facile, il n'y a pas besoin de mettre une pièce dans le jukebox, ça part tout seul. Mais alors, merci mille fois de la passion avec laquelle tu racontes ton histoire, qui est plus qu'une histoire, qui est évidemment une entreprise, une aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, vous êtes combien? Aujourd'hui, chez Poiscaille, on est 80. 80 personnes. Alors bravo aux 80 personnes Oui. qui sont on les voit pas derrière, souvent, mais puisque elles sont en train de charbonner là, voilà. d'emballer les paniers et tout ça, donc il faut les saluer. Merci pour la simplicité avec laquelle tu as partagé ton aventure. Je te souhaite le meilleur pour la suite, évidemment le démantèlement d'un chalutier pour pouvoir reprendre les quotas et les disperser. Toute la communauté sera invitée auprès d'autres artisans pêcheurs. Charles, si on veut te retrouver, te suivre, je sais que sur LinkedIn tu as un peu levé le pied parce que il y a eu avec un déferlement suite à l'émission. Est-ce que c'est malgré tout là où on peut quand même te suivre? Est-ce que c'est ailleurs? S'il y a des personnes qui sont intéressées à entrer en contact avec toi pour des sujets pro, évidemment ils peuvent passer par moi et je fais le relais comme à chaque fois, mais est-ce que c'est quand même malgré tout LinkedIn? Ne soyez pas aujourd'hui, je vais mettre un peu de temps à répondre sur LinkedIn. Sinon c'est Instagram @poiscaillefr pour suivre plus les produits, l'actualité des pêcheurs. Mais ouais, l'entrée c'est LinkedIn que j'écluse de temps en temps en ce moment, donc une fois par semaine, une à deux fois par semaine, je réponds. Donc ça va, normalement, vous allez finir par avoir une réponse. Il faudra être patient comme un pêcheur. Et alors, on va voir si elle aura écouté jusqu'au bout. On va faire un petit clin d'œil à Violette qui a fait la mise en relation. Qui est à notre board. Voilà, Violette Vatine. Si jamais elle a écouté jusqu'au bout, elle saura qu'on lui a fait ce petit clin d'œil. C'est beau.
Rendez-vous au prochain board pour voir si elle s'en souvient. Voilà. Bon, mes chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Merci pour les commentaires engageants. Je vous invite à suivre sur toutes les plateformes d'écoute les Digital Doers, quelles qu'elles soient, d'en parler autour de vous. Abonnez-vous à la newsletter sur LinkedIn ou au groupe WhatsApp pour rester informé. Rendez-vous sur lesdigitaldoers.com pour avoir toutes ces informations. Charles, je te dis encore une fois merci, bon courage et à très bientôt. Kenavo, comme disent les Bretons. Merci.